Académie digitale européenne. Aujourd'hui, les métiers de demain. Bonjour à tous, Bonjour, comment ça va? ça va bien, Ah, merci. C'est super, il y a du monde, ça fait plaisir. En plus, Bonjour. Tout le monde, bienvenue. pas mal de personnes que je connais, c'est nickel. Hello Cassandra, comment ça va? Hello, ça va et toi? Ça va super, merci. Je ne peux pas mettre ma cam, pardon, je suis en voiture. Pas de souci. Je crois Ouais. qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Ah, super, il y a encore du monde qui arrive. Bonjour. 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 Comment ça va? Ça va. Super. Alors, comme on a les personnes qui émettent un son qu'on voit en premier, est-ce que chacun peut se présenter, dire au moins son prénom et de quelle ville vous êtes et dans quel domaine d'activité vous évoluez? Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je me prénomme Caroline Fréjus-Nicard. Je suis en Martinique et j'évolue dans tout ce qui est marketing digital. Ok, top. Merci, bienvenue. Merci. Donc, une personne et des timides. Hello. Moi, c'est Cassandra, je vis en Guadeloupe et je suis styliste et fondatrice d'une marque de vêtements haut de gamme. Ok, cool. Super chouette d'ailleurs. Merci. Génial. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, moi, c'est Dodi. Je vis également en Guadeloupe. Et, Incroyable. oui, et moi, je suis dans le domaine RH. Je suis consultante RH. Ok. Hello Lodi. Ryan, ça va? Ça va Hello, super. Dodi. C'est trop cool de vous retrouver. Je vois qu'il y a Alain aussi, on a perdu, je ne sais pas s'il pourra nous parler. Peut-être qu'on a du bruit autour d'eux. Oui, ouais, mais on m'a prévenu également 18h30 qu'il y en avait pas mal là qui étaient en route pour rentrer chez eux, mais qui suivraient. En mode discret. Oui, en mode discret. Ok. Bonsoir Maël. Voilà. Bonjour à tous. Moi, c'est Stéphane. Bonsoir. Bonjour Stéphane, Brian me connaît parce que j'ai commencé une masterclass avec Hugo récemment. tout juste. Et voilà. Et puis, moi, ce que je fais historiquement dans la data finance, et là, depuis un an, avec mon associé Mathieu, on développe un Dexperia, l'annuaire, le moteur de recherche dédié à la transition écologique et sociale. Voilà. Et là, ce qui m'intéresse, c'est la partie prospection et gestion commerciale que j'étudie en masterclass dédiée, mais cette partie commerciale m'intéresse, donc voilà. Je me suis connecté, je suis en vacances, mais je me suis connecté. Ah bah super. Oui, c'est vrai qu'il y a Ondine. De quelle région, Stéphane? Ah pardon, oui, je suis à Paris, enfin là, je suis au ski en ce moment, mais sinon, je suis basé à Paris. Ok. Voilà. Ah, il n'y a pas encore de station de ski à Paris. Il y en a à Dubaï, mais pas à Ouais, Paris. ouais, malheureusement, ouais, c'est un des gros points faibles de Paris. Ah, ça se corrige facilement. Hein. Il y a des trains, ouais. Déménagement? Ouais, Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Ah Oui, oui, oui. super, on t'entend. Ah, Bonsoir. voilà. Bah, je vais apprendre le micro. Bonsoir. Je vais apprendre le micro quand je vais sur Meet Google, je ne sais pas pourquoi. Donc, moi, c'est Alain. On se connaît avec Brian depuis pas mal de temps, d'ailleurs, déjà. Ouais, J'ai fait déjà plusieurs formations en digital marketing. Et en fait, là, ça tombe très bien pour moi, cette formation, parce que on est en train de mettre en place, pour moi, des publicités, une campagne de pub sur Facebook avec système d'acquisition de prospects, etc. Et donc, avec votre formation, j'espère pouvoir transformer mes prospects en clients. Voilà. Je suis dans la formation continue. Pour me présenter rapidement, dans la formation continue en naturopathie, j'ai pas mal de sites internet, j'ai une chaîne YouTube, enfin, j'ai beaucoup d'activités. Ok, Ouais. cool. Une assez grosse chaîne YouTube d'ailleurs, avec quelques milliers de Ouais. vidéos. 11 000 abonnés pour l'instant. Un peu plus de 11 000. Voilà. Et des grosses bases avec des groupes Facebook dans tous les sens et tout. Ouais, je communique beaucoup. Voilà. C'est vraiment pas mal. Hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va aider aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a encore du monde qui arrive, on va attendre un petit peu. Justement, c'est super, ça nous permet de faire un petit tour de table. On n'est pas si nombreux que ça. Et je sais que dans les événements gratuits qu'on propose, on a beaucoup d'inscrits, mais après, les gens qui viennent, ça chute un petit peu, forcément. Tac. Mais là, on a quand même 17 personnes, dont 5 qui se sont présentées, donc 12 qui ne se sont pas présentées. On n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal.
Je sais qu'il y avait Maël également qui m'avait prévenu qu'il ne pourrait pas forcément prendre un micro. Je vois vraiment des noms, ça me fait plaisir de vous voir. Merci. Avec plaisir, Brian. Ah, trop bien. Ça fait vraiment plaisir. Tac. En plus, là, c'est en fin d'année, là, comme ça, on va pouvoir démarrer avec sur des chapeaux de roue début d'année. Ça va être super. Vous allez pouvoir closer tous les leads possibles. Et ceux qui ont suivi la formation, ils savent comment générer des leads. Donc, il n'y a plus qu'à. Yes. Bonsoir à tous les nouveaux connectés. Si vous voulez vous présenter votre prénom, votre ville et votre activité professionnelle. Bonjour, moi c'est Annie-Claude. Je suis en Guadeloupe et je suis socio-esthéticienne. Je travaille avec un public fragilisé et les aidants. Top, écoutez, bienvenue Annie-Claude. Merci. On voit Maxime. Oui, bonjour. Bonjour, moi c'est Sylvie. Je gère une pension familiale pour chats et chiens. Je suis dans l'Eure à Terny. Ok, cool. Top, bienvenue. Bienvenue. Il y a Maxime, je crois, qui a parlé en même temps. Et après, il y a Mohamed qui a levé la main, très discipliné. Donc, Maxime. Bonjour, moi c'est Maxime. Et là, je suis en formation en cybersécurité. Bienvenue Maxime, et j'espère que ça vous aidera. Mohamed. Bonjour à tous, je suis Mohamed, je suis à Saint-Étienne. Je suis formateur indépendant. Ok. Je suis un ancien élève aussi de Brian et j'ai fait une formation aux côtés de Maxime, il me semble, à l'époque. Oui, il me semble bien. C'est ça, et je suis initialement issu du domaine de la communication et du marketing. Et j'ai fait une petite reconversion vers le métier de formateur. Donc, j'interviens en entreprise, mais le cœur de mon activité, c'est d'intervenir vraiment dans des écoles privées auprès de places de BTS. Ok, génial. Ouais, lui, c'est le media buying, sa spécialité. Ok. Top. Génial. Écoutez, je pense qu'il va être l'heure de démarrer, si tu veux bien. C'est bien, là, on a du monde, c'est super. Tac. Je vais baisser les mains pour Mohamed. Donc, on va démarrer. Donc, bonjour à tous. Je pense que c'est super. On a fait une petite intro. Alors, aujourd'hui, c'est une session un peu spéciale parce que j'ai retrouvé, je suis tombé nez à nez avec, un peu par hasard, du coup, face à Adrien et François, qui sont deux experts de la vente et vraiment sur le côté closing, ils sont vraiment, vraiment ultra forts. Je me suis dit, il faut absolument leur laisser un petit temps de parole, présenter un peu tout ça. Et d'où l'objectif d'aujourd'hui. Donc, ça s'est préparé un peu rapidement. Justement, dans l'idée, c'était vraiment de partager un maximum de valeur. Donc, je compte sur toi, François, pour ça. Et je pense que ça va être le cas. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je vois qu'on est quand même nombreux, je pense qu'il y a pas mal de monde qui doit déjà avoir entendu de nous, parler de nous de près ou de loin. Du coup, moi, je me présente. Donc, je suis Brian Rassen, cofondateur de l'Académie digitale européenne. Alors, en fait, nous, ce qu'on va proposer, petit instant pub de ce côté-là, c'est qu'on propose des accompagnements qui sont pris en charge jusqu'à 100% dans la plupart des cas, du France Travail, des OPCO, du CPF, etc. Et on va accompagner en fait directement des entrepreneurs, des personnes qui veulent se spécialiser dans tel ou tel domaine, donc tout ce qui va être autour du numérique. Et on va les accompagner en fait soit dans des petits groupes, dans des sections notamment dans tout ce qui va être autour de l'acquisition client, marketing digital, etc. Et également, en fait, on a ouvert nos scopes à tout ce qui va être autour de la cybersécurité, tout ce qui va être autour de l'OSINT, tout ce qui va être autour, en fait, notamment tous les nouveaux métiers du monde du digital. Et en plus, aujourd'hui, avec l'avènement de l'automatisation et de l'intelligence artificielle, vous le savez, en fait, là, le monde a beaucoup changé. Et là, c'est l'occasion, justement, de pouvoir être accompagné. Notamment qu'on a lancé, depuis cette année, des nouvelles sessions en individuel, donc vraiment du mentorat en one-to-one. Vraiment extrêmement puissant. Donc, voilà ce qu'il en est pour moi. Si jamais, je vous fais une petite… je reprends le partage d'écran, si tu veux bien, François. Oui, je coupe ici. Ah, voilà, c'est bon. Nickel. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous fais un petit tour d'horizon. Donc, en fait, le site de l'Académie digitale européenne vous présente directement quelques formations qu'on propose. Alors, il y en a plein de nouvelles qui arrivent chaque mois, en fait. On accueille notamment beaucoup de nouveaux formateurs en ce moment, dont notamment François et Adrien pour la partie, justement, vente, closing, qu'on pourrait voir, vous allez découvrir le talent aujourd'hui.
et Adrien, surtout sur la partie copywriting, si je ne dis pas de bêtises, et tout ce qui va être autour même de tunnel de vente, parce que je crois qu'on peut aller même plus loin dans tout ça. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Et aujourd'hui, on passe beaucoup par tout ce qui va être email ou même nos pages Internet. Et donc, l'écriture est absolument partout et c'est la meilleure manière aujourd'hui de pouvoir communiquer. Donc, c'est extrêmement puissant. Et c'est un peu ce qui vient en amont de ce qu'on va voir aujourd'hui avec François. Et donc, pour rappel, effectivement, c'est mon petit instant pub. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez juste en savoir, ça n'engage en rien. En fait, on a un petit onglet ici, rendez-vous. Et je vous invite en fait à prendre un rendez-vous directement avec nos équipes. Donc, que ce soit Amandine, Ondine qui soit ici, ou vraiment, vous avez Delphine également, ou plein d'autres, qui vont vous aider avec toute la gaieté du monde. En plus, on a vraiment une équipe top là-dessus, c'est vraiment génial. Pour vous accompagner et trouver les modes de financement pour que vous n'ayez rien à débourser de votre côté, ou au moins le minimum. Et ça marche dans quasiment 100% des cas, donc on est très fiers de ça. Donc voilà pour le petit tour d'horizon avec l'académie. Maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment, donc là vraiment Adrien et François, je pense que c'est vraiment des boss, ils sont vraiment super doués, je ne les survends pas, je vous promets, parce qu'ils vont se vendre certainement eux-mêmes mieux que moi. Donc je vais te laisser la main, François. Super, bah écoute, merci pour cette intro. Merci à chacun d'être présent. Hein. Bientôt les vacances, bientôt 20h le soir. Donc voilà, ça montre aussi une envie d'apprendre et de progresser. Et s'il y avait déjà une chose qui fait la différence entre, notamment dans la vente, la réussite et la stagnation, au minimum, et sinon l'échec, c'est vraiment cette envie de se former. Donc déjà, pour ça, bravo d'être là, parce que sans formation, il n'y a pas d'évolution. Et éventuellement, on peut ruminer le fait de faire du surplace, mais à un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort, passer à l'action. Donc déjà, sur cette première partie, bravo d'être là. Et pour que ça soit le plus efficace possible et que vous en retiriez un maximum, je vais commencer par une phrase que j'aime bien, que je dis et que je rabâche à mes vendeurs, c'est qu'il vaut mieux un petit stylo qu'une grande mémoire. Donc prenez des notes de tout ce qui va être dit pour le relire, pour l'implémenter. Parce que franchement, si c'est juste pour écouter, que ça rentre par une oreille et que ça sorte par l'autre, je suis sûr que sur Netflix, il y a des trucs un peu plus sexy que vous pouvez regarder maintenant. Donc voilà, vraiment prenez note pour que ça soit mis en place et que ça ne soit pas juste un moment de divertissement. Il y a plein d'autres choses plus divertissantes que ça. Ça, il faut que ça soit efficace et il faut que ça soit finalement rentable pour vous. Voilà, donc prenez des notes et notez les questions que vous pouvez avoir. On aura une session de questions-réponses sur la fin. Et comme ça, bien s'il y a des questions, on y répondra. Et évidemment, il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, on prendra le temps de répondre à toutes les questions. Ne vous auto-censurez pas vous-même. Et voilà. Alors, hop. En ce qui concerne l'objectif de la session, pour faire simple, ça va être déjà de comprendre vraiment les leviers qui font signer. La plupart du temps, on a l'impression qu'un bon vendeur, il va faire ça à la fin. On parle de closing. D'ailleurs, on parle de closing, mais en fait, avant d'arriver au closing, avant la conclusion, il y a tout un tas de choses. Ça va être déjà de maîtriser une ouverture qui va être rassurante. L'ouverture, c'est ce qu'on appelle, c'est le synonyme de bris de glace. Voilà, de prendre le temps de faire connaissance avec la personne. Ensuite, de poser les bonnes questions. Parce que si vous argumentez à côté de la plaque, en fait, vous argumentez inutilement. Donc, ça ne sert à rien. Par contre, quand vous allez commencer à argumenter longtemps, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Ce qu'il faut, c'est argument, preuve, argument, preuve, argument, preuve. On va en discuter aussi. C'est que si vous dites quelque chose, vous, en tant que vendeur, ça sera toujours pris avec suspicion. Si vous mettez une source qui fait référence, eh bien, la personne va dire « Ok, je l'accepte ». Et si vous avez des arguments qui ne sont pas acceptés, sur la fin du rendez-vous, en fait, vous devez exactement considérer que les arguments, vous ne les avez pas utilisés. Et en fait, ils vont même éventuellement se retourner contre vous avec des objections foireuses. Donc, si vous argumentez, il faut donner des preuves. Ensuite, on va traiter les objections pour lever les questions qui peuvent subsister. Et la meilleure objection, finalement, c'est celle que vous avez levée avant qu'elle se présente. Donc, votre déroulé commercial, votre rendez-vous doit lui-même anticiper les objections de façon à ce que tout soit traité et que, idéalement, et c'est ça qui est magique, c'est quand à la fin vous arrivez et que vous demandez à votre client, peu importe la forme sur laquelle vous travaillez, mais moi je vais demander, voilà, est-ce qu'on préfère plutôt partir sur un paiement au comptant ou plutôt en financement, que la personne vous réponde entre l'un et l'autre, plutôt qu'elle commence à vous objecter, qu'elle doit réfléchir ou je ne sais quoi. Et ensuite, toujours finir sur une prochaine étape datée. Ça aussi, c'est malheureux, mais combien il y a de vendeurs, que parfois ça m'arrive d'être client, qui finalement partent sans une autre étape
Et quand on n'a pas pris un rendez-vous, c'est quand même beaucoup plus compliqué de pouvoir faire le suivi. Donc, on va prendre le temps de détailler tous ces points et en implémentant ces points, et peut-être même en implémentant de façon prioritaire l'un d'eux, où vous dites celui-là, c'est vraiment mon maillon faible, eh bien, c'est certain que dans les rendez-vous qui suivent, vous allez pouvoir obtenir des résultats qui seront drastiquement différents. Donc, voilà, si vous n'aviez pas encore de stylo et de feuilles, c'est le moment d'aller les chercher. Alors, pour nous présenter, eh bien, c'est moi le premier, donc je vais me présenter, après je laisserai Adrien se présenter. Une photo que j'aime pas du tout, mais c'est l'une des rares où il y a Adrien et moi côte à côte, sans que ça soit un montage. Donc voilà, c'est moi. Ça fait à peu près 20 ans que je suis dans la vente. J'étais étudiant en licence d'informatique, étudiant fauché, étudiant qui cherchait à compléter ses revenus. Et entre les jobs étudiants qui consistent à bosser, à faire des hamburgers et des frites, ou la vente, je suis tombé sur une petite annonce qui proposait de la vente. Le début a été vraiment chaotique puisque j'ai essayé de réinventer la roue. Au bout de 6 mois, 6 mois, c'est long, 6 mois sans vendre, il y a ma mère qui a eu pitié de moi et qui m'a acheté un produit à 30 €. Et au final, les 6 mois ont été peut-être même plus faciles que la première vente que j'ai faite. Parce que la première vente m'a fait comprendre en fait que c'était pas une vente, c'était de la pitié. Et que là, c'est mon ego qui en a vraiment pris une claque. Et je me suis dit, bon, je vais arrêter de faire à ma façon. Je vais accepter les conseils, je vais appliquer des méthodes. Et bizarrement, ça a décollé. 6 mois après, je faisais un complément de revenu de 1 000 € en tant qu'étudiant. C'était en 2003. Donc 1 000 €, un étudiant qui gagne ça 15 heures par semaine, c'était incroyable. J'ai arrêté les études et j'en ai fait mon métier avec quelques belles success stories. Et aujourd'hui, donc, la société TNM que je dirige avec ma chère et tendre, on vient de passer le 1 000 000 € de chiffre d'affaires cette année, en développement constant depuis qu'on l'a créé il y a 6 ans. Et surtout, ce qui est important, c'est de le faire ça avec une notoriété et avec une satisfaction du client. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, peut-être même le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on fait ce chiffre avec une note sur la plateforme Avis Vérifié de 4,9 sur 5, parce que la satisfaction du client vient au milieu de tout ça. Et j'en profite pour une petite digression parce que je ne sais pas si je pense pas que c'était noté d'en parler dans la formation, mais évidemment que tout ce qui va être partagé ici, c'est pour faire des ventes avec intégrité, avec éthique, pour pouvoir construire quelque chose de durable. Parce que c'est sûr que vous devez pouvoir trouver des raccourcis pour vendre plus vite de façon plus agressive, mais si c'est pour prendre un chèque et derrière avoir un client mécontent, voire même qui parle mal de vous, en fait, je préfère ne pas prendre le chèque. Par contre, prendre des chèques et derrière avoir des gens qui parlent de nous et continuer le développement, c'est ce qui est le plus important et c'est ce qu'on va vous partager ce soir. À toi, Adrien. Ok. Déjà, bonjour à tous et à toutes. Moi, en fait, moi, j'étais électricien. J'étais toujours dans le bâtiment, moi, pendant 12 ans, dont 10 ans à mon compte en tant qu'artisan électricien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une sorte de... j'ai eu un accident en fait, sur un chantier, prise de conscience, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose qui me plaît, il faut que je fasse quelque chose qui ait du sens. Et donc, je me suis mis à bouquiner, je me suis mis à... En fait, j'ai découvert le copywriting en premier, puis le marketing, sans trop faire exprès. Ça m'a passionné, donc du coup, je me suis dit, la théorie, c'est bien, mais le tester, c'est mieux. Et donc, je me suis débrouillé à m'associer avec des gens qui avaient des compétences, mais qui étaient nuls en vente. Et moi, qui avais soif d'implémenter ce que j'apprenais en dévorant les livres et les formations. Et donc, ça m'a amené à bosser sur plein de domaines différents. J'ai lancé une marque de chocolat, des stages de sport de combat. J'ai vraiment fait beaucoup de choses. Je me suis retrouvé à m'associer avec notamment des anciens clients sur la franchise Cohort Conseil. Je bosse aussi avec François sur la partie TNM, c'est son entreprise de François. Je crois que tu ne l'as pas dit, que tu étais dans le traitement de l'eau. François est dans le traitement de l'eau et on a associé sur un autre projet, on en parlera un petit peu plus tard. Voilà un petit peu pour ma présentation. Moi, ce que j'aimerais vous partager, parce que c'est vraiment important, c'est que peu importe le sujet, là pour le coup c'est François qui va faire la présentation, peu importe le sujet, peu importe les exemples, peu importe ce qu'il va dire, je vous invite vraiment à considérer que c'est à vous qui parle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire « Ah mais ça ne me concerne pas parce que moi dans mon business, ça ne marche pas ». Si vous acceptez l'idée que tout ce qu'il dit est aussi valable pour vous, ça va vous amener à essayer de comprendre de quelle façon vous pourriez l'adapter pour vous. Ça, c'est une vérité absolue. Et moi, pour avoir vendu vraiment des produits divers et variés, j'ai fait de la perte de poids sous hypnose, j'ai bossé avec un YouTuber qui fait des cours de guitare, la formation en guitare blues accordée en open tuning. Alors, autant vous dire que voilà, c'est quand même très spécifique. Et il n'empêche que ça reste de la vente et que j'ai bossé pour un gars qui fait des panneaux solaires. Les idées que j'ai eues pour le gars qui vendait des panneaux solaires étaient largement adaptables pour le gars qui faisait des cours en ligne de guitare. Et je vous parle de ça parce que c'est vraiment important en fait, de rester
concentrer sur en fait ce que François est en train de dire. Ça s'adapte forcément pour moi. Il faut juste que je trouve comment. À la fin de la session, il y aura à la fin du live, il y aura une session questions-réponses. Si jamais il y a des choses qui restent en suspens ou quoi, c'est-à-dire que vous dites, madame, ça vraiment, ça ne s'adapte pas à moi, je vous invite vraiment à le noter et à nous proposer à la fin. On vous montrera que ça s'adapte à vous, quoi que vous fassiez. C'est ma promesse en tout cas. Voilà pour la présentation. Top. Merci Adrien. Je vous en prie. Donc, déjà, la première des choses sur la partie vente, c'est qu'il faut vraiment comprendre que tout, absolument tout, est psychologie. Et notamment au niveau de la partie closing, puisque c'est notre thème aujourd'hui, vous devez comprendre que votre client, s'il est confus, il n'est pas capable de prendre une décision. Donc, en fin de rendez-vous, il faut être le plus souvent possible, ou même dans le rendez-vous, sur des choix qui sont binaires. Parce que si à la fin, vous lui dites, est-ce que vous prenez le modèle A, B, C, que vous payez de façon ceci ou cela, et sur le financement, vous pouvez le payer en 12 fois, 120 fois, 36 fois, la personne, ça lui fait partir dans 10 options différentes. Et là, elle va vous dire forcément qu'elle doit réfléchir. Et ce n'est pas que votre présentation était mauvaise, c'est que là, elle doit vraiment réfléchir. Parce qu'il y a trop de choses. Donc, c'est à vous de l'amener là où elle a envie d'aller. Et c'est à vous de faire preuve d'empathie. Alors, l'empathie, la définition a priori la bonne, c'est pas de pleurer avec les gens. Parce que souvent, les gens considèrent l'empathie comme avoir une épaule et prendre tous les pleurs du monde. Non, l'empathie, c'est être capable de regarder le monde avec les lunettes ou avec le regard de la personne en face de vous. Et quand vous avez cette capacité de vous mettre à la place de la personne en vous disant qu'est-ce qu'il a envie d'entendre, qu'est-ce qu'il a envie d'acheter, eh bien là, ça vous permet d'être beaucoup plus précis. Autre point important, et je pense que vous retrouverez dedans, c'est qu'on adore tous acheter, mais on déteste tous qu'on nous vende. Moi, c'est très bizarre, mais je déteste les vendeurs. Je déteste être prospecté. La plupart le font pas très bien, mais par contre, j'adore acheter. D'ailleurs, Adrien se moque de moi parce que je suis plutôt bon client dès lors qu'on s'est. Donc, voilà, les gens détestent qu'on leur vende, les gens adorent acheter. Donc, votre but, c'est que la personne ait envie d'acheter. Et c'est le deuxième point, c'est d'avoir plein de petits oui pour qu'au final, le grand oui de la fin de la signature se construise. Vous devez aussi créer un contraste entre le moment actuel où il n'y a rien qui est mis en place et la promesse que vous promettez, donc le bénéfice que vous allez apporter. Parce que si ça me demande un gros effort d'avoir une petite différence, bah, vous ne risquez pas de me convaincre. Par contre, si la différence que vous allez m'apporter est beaucoup plus importante que l'effort que ça me demande, bah là, je vais y aller évidemment. Donc, ça se retrouve finalement avec la partie projection, c'est de pouvoir faire imaginer à la personne l'après. Et pour ça, bah encore une fois, je le disais tout à l'heure, d'avoir des preuves, des mini-cas concrets, des chiffres simples et une présentation de vente. Et ça, moi, ça me surprend quand même beaucoup qu'il y ait beaucoup de vendeurs qui n'aient même pas une présentation. C'est que tout ce qu'on dit doit être prouvé, soit par un client, ça s'appelle la preuve sociale, soit par un article de journal, soit par une étude. Mais en fait, vous ne pouvez pas donner un fait qui en est un, qui n'est pas une opinion. C'est quelque chose de vérifiable, mais sans avoir la source. Parce qu'encore une fois, à partir du moment où la personne vous dit quelque chose qui n'est pas écrit, eh bien, elle va avoir au fond d'elle un doute. Donc ça, déjà, c'est la première des choses. Ensuite, il y a un point qui est aussi très important, c'est que c'est difficile de faire confiance à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Je pense que c'est un peu bateau comme phrase, mais en tant que vendeur, il n'y en a quand même pas beaucoup qui se la posent. Et on en parlait tout à l'heure avec Adrien encore, qu'il y a des personnes qui ne sont pas très compétentes, mais qui ont confiance, et ça s'appelle la chance du débutant. C'est j'y vais avec l'envie, l'énergie, la niaque, et finalement les gens me suivent alors que je ne suis pas très bon, versus quelqu'un qui aura fait sa route, qui a beaucoup d'expérience, mais qui est finalement dans une sorte de ventre mou de motivation, et qui, malgré le fait qu'il a beaucoup plus digne de confiance, bah, va moins inspirer confiance. Et pour ça, vous devez, déjà lors des rendez-vous, notamment si vous n'êtes pas, on va dire, encore un vendeur aguerri, c'est de pouvoir vous calmer, pouvoir vous déstresser, parce que c'est terrible un vendeur qui arrive et qui parle trop vite, qui bute sur les mots, parce qu'il est trop stressé. Et moi, je le vois dans mes rendez-vous sur l'analyse de l'eau, on a des petites fioles et on met des réactifs dedans. Et la plupart des vendeurs, lors du premier rendez-vous, quand ils mettent les réactifs, leurs mains, en fait, ils tremblent et ils sont stressés. Et en face, la personne, bah, elle le voit, il y a le verbal, le non-verbal, et c'est, encore une fois, vous ne faites pas confiance à quelqu'un qui est comme ça. Donc pour ça,
la technique, alors il y en a 1000 autres, vous pouvez vous renseigner dessus. Mais la plus simple, c'est vous inspirer sur 4 temps, vous bloquez la respiration sur 7, vous expirez sur 8. Vous faites ça 2, 3, 4 fois. C'est magique, ça fait redescendre la fréquence cardiaque et ça vous permet de vous déstresser. Vous pouvez faire ça avant de rentrer en rendez-vous, vous pouvez faire ça avant de sortir en prospection, vous pouvez faire ça avant de décrocher le téléphone, mais faites-le de façon à arriver serein. Voilà, déjà de redescendre et de calmer cette peur finalement. Ensuite, là aussi, si c'est quelque chose de nouveau pour vous, il faut vraiment être conscient que ce que vous apportez, c'est un deal qui est gagnant-gagnant. Et si vous n'êtes pas convaincu qu'en signant, la personne gagne autant, si ce n'est plus que vous, c'est que votre offre, il y a un problème dedans. Mais ce qui est terrible, c'est si en l'intellectualisant, vous vous dites « oui, mon offre, elle vaut largement ce que je demande en échange », mais que vous ne le réalisez finalement pas, en fait, ça va être dur de le faire passer aussi. Donc pour ça, et ça, notez-vous les 3 questions et vous noterez les réponses à ces questions ce soir, demain, le plus tôt possible. Demandez-vous pourquoi vous, pourquoi eux, donc pourquoi est-ce qu'ils devraient vous faire confiance, pourquoi est-ce que eux devraient accepter l'offre que vous leur faites et pourquoi maintenant. Et à partir du moment où ça, c'est quelque chose qui est clair en vous et qui est limpide, déjà, vous allez dégager quelque chose de beaucoup plus puissant. Et en fait, ça s'appelle tout simplement de l'attractivité. Et parce qu'encore une fois, les gens vont suivre quelqu'un qui a confiance en lui, tout simplement. Et avoir confiance en vous, c'est avoir confiance en vous-même en tant que personne, mais confiance également dans l'offre que vous représentez. Le pire, en fait, c'est par exemple un vendeur qui trouve que son produit est cher. Il a énormément de mal à le vendre. Et les premiers produits que j'ai vendus, c'était des produits à minceur. Quand la personne vendait en se disant que 200 € c'est cher, elle n'arrivait pas à vendre. Dès lors qu'elle avait fait le switch et qu'elle se disait en fait non, 200 € pour 60 repas, ça fait 3 € le repas, alors que la personne elle dépense 8 balles tous les midis pour un sandwich dégueulasse, en fait elle va faire des économies. En fait la signature elle se faisait presque naturellement. Mais encore une fois, parce qu'il y a cette croyance que vous devez véhiculer et les gens ne croiront pas ce que vous-même vous ne croyez pas. Et ça c'est au fond de vous. Vous avez beau dire que c'est comme si vous ne le croyez pas vous-même, ça ne marche pas. Et au niveau du cadrage, on va y revenir plus en détail. Vous devez, au début du rendez-vous, cadrer l'échange sur le bénéfice que vous allez apporter à la personne. Si ce n'est pas fait, vous allez risquer de vous retrouver éparpillé lors du rendez-vous. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, plus vous éparpillez, plus vous créez de la confusion, plus il y a de confusion, moins il y a de décision. Donc le cadrage. Donc la trame, c'est à peu près la même. Évidemment, en début de rendez-vous, on va remercier la personne pour son temps. Et là, vous allez lui dire que vous lui proposez un rendez-vous 2, donc ça peut être 10 minutes dans certains cas, ça peut être 1h30 dans d'autres, c'est vous, pour comprendre votre contexte, pour comprendre vos besoins, donc là vous le formulez avec vos mots à vous, pour vérifier, et là vous lui parlez d'une éventuelle promesse que vous leur faites, donc dans mon cas, ça serait pour vérifier que bien vous pourriez réaliser des économies substantielles en ayant une meilleure qualité d'eau à la maison, et ensuite, on décide si on avance ou si on n'avance pas. Et là, encore une fois, vous retirez de la pression à la personne parce qu'elle n'est pas en train de se dire « là, il est en train de me piéger ». Il est en train de se dire « il me fait une proposition, c'est gagnant-gagnant, on y va, c'est gagnant, pas gagnant, on n'y va pas ». Et au moins, encore une fois, ce que vous avez fait pour redescendre la pression avec la respiration, finalement, vous ne lui demandez pas de faire de la respiration à votre client, mais ça a le même effet, c'est que vous le sécurisez dans la suite. Et le but, évidemment, c'est de rassurer et de cadrer sur une décision binaire parce que à une fin de rendez-vous, sauf si vous êtes dans quelque chose où on est vraiment sur un cycle long, vendez des produits très chers, très engageants, là, évidemment, vous n'allez pas obtenir un oui dès aujourd'hui. Par contre, moi, personnellement, je vends des produits à 3 500, 4 000 € qui ont une durée de vie de plus de 10 ans. On n'est pas en train de parler d'acheter une voiture, un bateau ou une maison. Donc, je préfère qu'à la fin du rendez-vous, la personne me dise « écoutez, non, ça ne m'intéresse pas », plutôt qu'elle me dise « il faut que je réfléchisse », parce qu'elle n'ose pas me dire que ça ne l'intéresse pas. Voilà, j'ai pas envie de perdre de temps avec quelqu'un que ça n'intéresse pas. Et donc, plus ça sera cadré, plus vous aurez un vrai oui ou un vrai non à la fin du rendez-vous. Et je préfère avoir de loin un vrai non qu'un faux oui, il faut que je réfléchisse. Écoutez, je vous rappelle lundi, c'est sûr, on va le faire. Quand un vendeur me dit ça, que le client lui a dit ça et qu'il a acheté cette excuse, je lui dis, mais en fait, il t'a dit un oui, un faux oui et un non déguisé. En fait, accepte que il te dise un vrai non. Non, ça ne m'intéresse pas, parce que ceci, parce que cela. Et il faut accepter
qu'il y a des personnes avec qui ça ne matche pas ce qu'on propose et c'est pas grave. Mais ça permet de s'économiser beaucoup d'énergie et de maux de tête. Voilà. Au niveau du ton, évidemment, plus vous serez posé, mieux ça sera. Sachant que là, j'ai envie de dire, c'est un niveau au-dessus. L'idéal, c'est ensuite de pouvoir vous synchroniser avec la personne, de parler vite avec quelqu'un qui parle vite, de parler doucement avec quelqu'un qui parle doucement, d'être plus familier avec quelqu'un qui est plus familier. Voilà, moi, tous mes clients, je les vous vois, mais si je rencontre quelqu'un qui me tutoie au bout de 2 minutes, je vais passer le rendez-vous en tutoiement, j'ai pas de problème avec ça, parce que j'ai pas envie de créer ce décalage, justement. Alors, sur l'ouverture, les choses à ne pas faire, parce qu'il y a des choses à faire et il y en a d'autres à ne pas faire. La première, c'est de parler de ce que vous proposez, c'est-à-dire de vous ou de l'offre, sans avoir cadré la suite. Voilà, il faut vraiment que les choses soient cadrées dès le début et de confirmer un intérêt. Pareil, en début de rendez-vous, si on n'est pas d'accord sur la finalité et l'éventualité entre le oui et le non, mais qu'il n'y a pas d'intérêt, que c'est déjà un non d'avance, ok, stop, on s'arrête là. Et là aussi, je sais que pour 99% des vendeurs, c'est frustrant d'être allé à un rendez-vous, de faire une demi-heure de route pour repartir au bout de 5 minutes. Mais en fait, quitte à perdre du temps, je ne sais pas vous, mais je préfère perdre 1 heure que 2. Hein. Donc, il faut être capable aussi à un moment donné de se dire, ok, ça ne me plaît pas et je m'en vais. Exactement comme au cinéma, si vous avez un film vraiment, j'espère que c'est rare, mais qui est vraiment pourri de chez pourri, vous n'allez pas rester 2 heures dans le cinéma sous prétexte que vous avez payé la place. Si au bout d'une demi-heure vous endormez, vous dites c'est bon, je pars. Bah, ça doit être exactement la même chose. Et troisième erreur, évidemment, c'est ce que je disais déjà avant, c'est de terminer l'appel ou le rendez-vous sans prendre une prochaine étape, sauf si la conclusion, c'est signé, et la prochaine étape, ça sera du suivi, ou c'est mort, on arrête là, et la prochaine étape, c'est qu'il n'y a rien. Mais sinon, il faut vraiment faire un suivi pour pouvoir avancer. Le chiffre, je ne sais pas trop d'où il sort, mais il paraît que dans beaucoup de domaines, les clients se décident après 3, 4, 5 interactions et que la plupart des vendeurs arrêtent au bout de la première, voire de la deuxième. Donc en fait, si vous arrêtez systématiquement avant, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça, il faut faire ce suivi, mais encore une fois, en sachant aussi bien qualifier que disqualifier les personnes avec lesquelles vous avancez. Ça, je voulais juste ajouter un truc par rapport à ce que tu dis, parce que je pense que c'est important. C'est que souvent, quand on dit, ouais, mais je veux faire le suivi sur quelqu'un qui me dit non, pas qui me dit non, mais qui botte en touche, je vais le saouler. Ça, en fait, c'est une croyance qui est liée au fait que vous manquez de confiance dans ce que vous êtes en train de vendre. Si vous avez la confiance absolue que ce que vous faites, c'est utile, que ça va bénéficier plus à la personne qu'à vous-même, et que vous êtes convaincu, donc vous vendez quelque chose, mais que la personne en face de vous, elle en a besoin, c'est de votre devoir de ne pas la lâcher, en fait. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais si vous le voyez comme ça, vous avez un devoir, c'est d'aller jusqu'au bout. Après, si la personne a décidé que c'est non, c'est son choix, ça lui appartient. Mais vous, ce qui vous appartient, c'est de défendre ce que vous vendez, parce que si vous êtes convaincu que c'est utile pour elle, alors c'est de votre responsabilité d'aller au bout du process. Avec François, je ne compte pas le nombre de personnes qui disent oui, rappelez-moi en janvier. Et puis en janvier, on les rappelle, ah bah là, non, c'est pas le moment, j'ai des travaux, bah rappelez-moi dans 2 semaines. 3, 6, 5, 6, 7, des fois 10 contacts. Et puis au bout d'un moment, la personne dit, bah là, c'est le moment. Et go. On saoule pas les... En fait, voilà, quand vous vendez un bon produit et que vous êtes devant la bonne personne, vous ne pouvez pas saouler les gens. Saouler dans la mesure où ils ne sont pas qualifiés ou votre produit est mauvais. Et il y a cette notion-là, et il y a aussi la notion que, complètement contre-intuitive, c'est que plus vous appelez les gens, plus votre niveau de sérieux perçu augmente. Parce que des gens qui se présentent une fois chez vous et qui disparaissent dans la nature, combien vous en avez croisé? Des personnes qui, plusieurs mois, voire plusieurs années après, sont toujours là, et qui respectent votre rythme. Typiquement, une fin de rendez-vous, une tentative de prise de rendez-vous, d'avancement où la personne dit c'est pas le bon moment. Ok, très bien. Quand est-ce que vous voulez que je vous rappelle? Toujours 2 options. Est-ce que là, on est en décembre, est-ce que vous préférez que je vous rappelle début janvier ou plutôt en mars-avril? La personne, elle me répond, c'est pas moi qui vais lui dire bah, écoutez, merci, au revoir, je raccroche, et en janvier, je la rappelle, et là, clairement, je vais la saouler. Là, le gars, il me fait chier. Par contre, si vous lui demandez quand est-ce que vous pouvez la rappeler, bah, soit elle vous dit écoutez, je vous rappellerai moi. Ce qui veut dire, ne me rappelez pas et je ne vous rappellerai pas non plus. Il ne faut pas être très psychologue pour savoir ce que ça veut dire. Par contre, si elle vous dit, bah, écoutez, oui, rappelez-moi en avril, bah ok, je la rappelle en avril.
Et ça vous coûte dans tous les cas beaucoup moins cher en énergie de rappeler quelqu'un que vous avez déjà appelé 3 fois, de la rappeler une 4e, que de trouver une autre personne avec laquelle faire les 3 premiers appels. C'est une évidence. Mais il y a cette peur, parce qu'encore une fois, on parle de peur, qui fait qu'on ne passe pas à l'action et on ne va pas décrocher le téléphone. Mais c'est un devoir que vous avez envers le client et envers vous avant tout. Et dernier truc sur ça, justement, c'est que oui, c'est un côté pro, mais c'est un côté aussi, vous leur faites goûter que s'ils deviennent clients chez vous, vous aurez ce sérieux aussi. Parce que si vous avez été capable de lui courir après, pas de lui courir après, mais d'être structuré dans votre suivi, on s'appelle en janvier, vous l'avez appelé en janvier, etc., la promesse qu'ils se font, c'est OK, cette personne-là est sérieuse, si je bosse avec elle, elle aura ce sérieux aussi. Donc ça devient un avantage. Donc sur la partie bris de glace du début du rendez-vous, typiquement, alors là on est dans le cadre d'un rendez-vous pour changer des fenêtres, mais finalement c'est la même chose dans toutes les situations. Une phrase que vous pouvez noter, c'est que personne n'achète, sauf exception, mais en général c'est pas le cas, on n'achète pas à quelqu'un qu'on n'apprécie pas. Est-ce que ça vous est pas déjà arrivé de rentrer dans un magasin en disant je vais acheter tel produit, le vendeur c'est une tête de con, et vous dites bon, c'est bon, je vais aller l'acheter ailleurs. Ça vous est déjà arrivé à tous, j'imagine. Alors même si c'est rare, vous ne devez pas être celui-là. Et donc, si ça, dans ce sens-là, c'est un répulsif de vente, pour attirer la vente, vous devez créer du lien. Et au contraire, il faut que la personne se dise « Waouh, il est trop cool. Waouh, il est trop sympa. Waouh, il me ressemble. » Et pour ça, vous pouvez parler de la pluie et du beau temps, comme on dit, du quartier, des enfants, de faire quelques remarques de situation. Alors, il y a des personnes qui seront plus ou moins bavardes. Il y a des personnes qui vont rentrer dans le jeu et qui vont discuter avec vous, d'autres qui seront plus fermées, plus pressées ou plus directives. Mais dans tous les cas, plus vous créez de liens, mieux c'est. Plus vous vous intéressez à la personne, mieux c'est. Et aujourd'hui, on est dans un monde où, a priori, tout le monde a 5000 amis sur Facebook, mais où personne n'a eu une vraie conversation avec quelqu'un de plus de 3 minutes depuis 3 semaines. Et donc, dans ce contexte-là, si vous intéressez à la personne et que vous discutez avec elle, c'est incroyable le temps que vous allez pouvoir passer à écouter qui elle est, à découvrir son fonctionnement. Et en fait, si vous vous intéressez ne serait-ce qu'au boulot de la personne, on est tous contents de pouvoir partager ce qu'on fait, on est tous contents de parler de ce qu'on fait. Et donc, vous allez pouvoir créer cet échange-là. Alors, il ne faut pas que ça dure 1 heure, évidemment, mais il ne faut pas que ça dure trop peu de temps. Et j'ai certains de mes vendeurs, je leur dis, parce qu'ils sont plutôt à faire des bris de glace trop courts, je leur dis, quand tu sonnes chez le client, tu te mets un minuteur, 5 minutes, puis 7, puis 8, puis 10, et tant que le minuteur n'a pas sonné, tu ne passes pas à parler business, il faut que tu parles juste avec la personne, de la personne, il faut que tu t'intéresses à elle. Et vraiment, pour moi, le 5 minutes, c'est le strict minimum pour s'intéresser à la personne et déjà créer du lien et qu'elle se dise, ouais, lui, il est sympa. Après, vous faites votre transition, pas vous faire perdre votre temps, ou alors vous pouvez passer pour arriver sur le cadrage. Vous pouvez dire, écoutez, pour en revenir à nos moutons, justement, pour parler de, qu'est-ce qui a fait que, OK, et ensuite, on va arriver sur le cadrage. Écoutez, parfait. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne une petite demi-heure pour ceci, pour cela, et ensuite, on voit comment on avance. Soit on y va, soit on n'y va pas. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce cadrage et d'avoir cette transition douce entre le moment où vous allez arriver chez la personne et faire sa connaissance, et j'ai envie de dire au-delà de faire sa connaissance, et surtout la laisser, elle, faire votre connaissance à vous, pour ensuite passer à la suite. Hop, séparé. Ensuite, la découverte. En fait, vous devez à tout prix comprendre ce qui va déclencher la vente, parce que si vous ne comprenez pas ce qui va déclencher la vente, vous ne la déclencherez pas, en fait, tout simplement. Et pour ça, il y a 2 choses. Déjà, la première, c'est d'avoir, évidemment, dans la mesure du possible, les décideurs avec vous, parce qu'il n'y a rien de tel, et dans mon exemple, dans mon activité, c'est, j'ai envie de dire peut-être même plus qu'ailleurs, si j'ai que l'une des personnes du couple à qui je fais une présentation d'1 heure, et en 1 heure, j'arrive à lui donner envie de signer, et qu'elle va parler à son mari ou à sa femme, et qu'elle va lui parler en 1 minute, et que la seule chose qui va être dans la minute, c'est le prix, en fait, c'est pas possible que ça fonctionne. Sinon, on ferait des rendez-vous d'1 minute, et ça fonctionnerait pas. Donc, vous devez vraiment avoir face à vous le décideur, et comprendre en termes de timing comment on peut avancer. Donc, le symptôme, c'est quoi? C'est évidemment la problématique qu'il souhaite résoudre, d'où ça vient, et de comprendre en termes de coût ce que ça leur coûte de ne rien faire et ce qu'ils seraient prêts à mettre comme coût pour pouvoir résoudre la chose.
Et derrière, ça va être votre rôle, et ça on va y revenir après, de vraiment comprendre pourquoi maintenant ou pourquoi pas maintenant. Qu'est-ce qui ferait que ça serait maintenant? Qu'est-ce qui fait que ça serait plus tard? Et un truc qu'on peut aussi se dire et prendre pour acquis, c'est que c'est toujours une question d'argent. Et les personnes qui vous disent, ça paraît, c'est un truc qu'on me le dit, bah, je l'accepte pas. Oui, bah, écoutez, là, vous me dites que j'ai une remise aujourd'hui, mais c'est pas grave, on prendra la décision lundi, et si lundi c'est plus cher, c'est pas grave, on n'est pas à 200 € près. C'est ces mêmes personnes qui vont courir derrière les caddies au Black Friday pour avoir une cafetière à moins 50%. Donc, c'est juste qu'ils savent pas vous dire non. Mais ça, c'est encore une fois de comprendre ce que ça apporte maintenant ou ce que ça apporte pas maintenant. Et toujours ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à nous d'être capable de montrer que la valeur est plus importante que le prix. Et évidemment que si la valeur est plus importante que le prix, on achète. Il y a, pour parler d'un truc, il y a une grosse variation de prix, par exemple le Bitcoin. Si aujourd'hui je vous dis je vous vends 10 Bitcoins à 1000 $ pièce, vous allez me dire est-ce que j'en ai pas 100 à te vendre? Si maintenant je vous dis ça il y a 5 mois après la création, vous m'auriez dit mais t'es complètement débile, mais tu peux m'en donner 1000, je te donnerai pas 1000 €. Donc toujours valeur, prix. Et a priori, c'est toujours la même chose, sauf que bah, la perception de la valeur a un peu changé, au moins. Donc, il faut vraiment comprendre bah, que si on ne fait rien aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer demain? Et donc, certaines personnes vont vous reprocher de jouer sur la peur, mais c'est en partie vrai, parce que on est là aussi pour montrer ce qui se passe si on ne fait rien, ce qui se passe si on fait quelque chose. Et évidemment, les gens décident aussi beaucoup en fuyant le négatif plutôt qu'en cherchant le positif. Et donc, ça va être un mix entre les deux. Il ne faut pas que ça soit grotesque en disant si vous continuez à boire l'eau du robinet, vous allez mourir demain. Par contre, de dire qu'il y a tout un tas de choses, ça serait peut-être bien de ne pas les boire, c'est différent. Et encore une fois, si c'est argumenté. Sur la partie découverte, et c'est là que ça rejoint finalement la partie ouverture. Donc l'ouverture, je rappelle, hein, c'est le bris de glace et je m'intéresse à la personne et je veux comprendre qui elle est, je veux m'intéresser à elle. Et vous allez voir que même quand elle va vous expliquer son travail, sa vie de tous les jours, vous allez avoir des indices que vous allez pouvoir vous utiliser par la suite. Mais dans la partie ouverture et dans la partie découverte, dans les deux parties, vous devez au minimum écouter, ne pas parler la moitié du temps. Et là où c'est un peu biaisé, parce que souvent on entend dire, dans la vente, vous devez parler 30% du temps. Ok, mais quand j'argumente, en fait, je parle 100% du temps. Et si mon argumentaire est plutôt long, dans le rendez-vous globalement, je vais peut-être parler 80% du temps. Et c'est pas grave. Mais les phases où vous êtes censé vous intéresser à la personne, vous devez vous intéresser à la personne. Et le pire des trucs, alors je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont se reconnaître, c'est de remettre une pièce dans la machine avec le fameux « moi aussi je », où voilà, la personne vous dit que, je ne sais pas moi, qu'il y a son chien qui s'est fait renverser la semaine dernière, et je ne sais pas pourquoi on a tous cette fâcheuse manie à vouloir dire que nous aussi on connaît quelqu'un qui a son chien qui s'est fait renverser, et voilà comment ça s'est passé. Mais en fait, le truc, c'est que vous êtes là pour vous intéresser à la personne, et foncièrement, elle n'en a rien à faire de vos expériences à vous. Elle est intéressée par ce que vous voulez lui vendre, et donc ce syndrome qui est chez certaines personnes un peu présent, et c'est tout le monde, et maladif chez d'autres, même dans une conversation avec des amis, observez-le. Vous allez partager quelque chose de récent que vous avez envie de partager, et bien de façon assez amusante, vous allez avoir la personne en face qui va dire « moi aussi je ». Et bien ça, vous devez vraiment vous interdire de le faire lors d'un rendez-vous commercial. Faites-le une fois ou deux si ça vous fait plaisir, mais faites-le une fois sur 5. Faites-le pas systématiquement, parce qu'encore une fois, on aime les gens qui s'intéressent à nous, pas les gens qui fanfaronnent ou qui parlent que de eux. Voilà sur la partie découverte. Je veux juste ajouter un truc sur ce que tu as dit sur la partie précédente, sur la partie découverte. Tu parlais de perception de valeur. Ouais. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit qu'il était dans le stylisme, dans les vêtements. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des métiers où en fait, c'est facile de démontrer la valeur parce qu'il y a un retour sur investissement. Donc, dans ces métiers-là, c'est toujours facile de dire si tu prends mon produit, tu vas gagner de l'argent. Ça se démontre. Dans les métiers comme le stylisme, c'est plus délicat parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement direct. Du coup, si vous avez un métier qui consiste qui amène de la valeur qui n'est pas financière, c'est à vous de démontrer autrement qu'avec de l'argent. Ça peut être du prestige, du statut social, c'est-à-dire plus de prestige, plus de confiance, plus de sérénité, plus de je ne sais quoi. Il y a toujours moyen de montrer ce que ça amène en plus.
Ce qui est important aussi, c'est de montrer le coût de ne pas le faire. Ce que disait tout à l'heure François, c'est qu'il y a des gens, s'ils ne font pas ce qu'ils sont censés faire, donc en fait de créer un gap entre, voilà, si vous faites rien, voilà ce que ça vous coûte, si vous prenez ma solution, voilà ce que ça vous apporte. Plus le gap est grand entre les deux, c'est l'effet de contraste, plus votre produit semble désirable. Si je garde l'exemple de la styliste, je vous prends vraiment un exemple au hasard. Imaginons quelqu'un qui a une grosse boîte avec des gros enjeux. S'il s'habille comme un schlag, il perd en crédit. Et donc lui, il y a un gros enjeu. C'est que s'il rate des deals parce qu'il est mal habillé, il y a vraiment de l'importance. Il y a de l'importance financière, il y a de l'importance où il passe pour un con. Et je vous le dis en copywriting, les gens ne veulent pas passer pour des cons. Personne ne veut ça. Donc si votre produit ou ce que vous proposez leur permet, non pas comment dire, leur évite de passer pour un crétin ou de s'afficher, ils seront très attentifs à ce que vous présentez. C'est pour ça que c'est à vous de faire l'effort et de traduire. Voilà ce que je propose, et je fais la traduction concrète, c'est-à-dire que si tu es bien habillé, tu auras plus de crédit, donc tu auras peut-être plus de deals, on te prendra plus au sérieux, et on arrêtera de te comparer à ton père parce que tu as repris sa boîte. Je dis n'importe quoi, je me suis fait un truc, mais voilà, l'idée c'est que peu importe ce que vous vendez, essayez toujours de montrer la valeur et de le démontrer en termes de prestige, en termes de gain de temps, en termes de confort de vie, en termes de sérénité, en termes d'influence, en termes de séduction aussi. La séduction, c'est très important. Quelqu'un qui s'habille bien, s'il est célibataire, voilà, on va pas se faire un dessin. On sait pourquoi il veut bien s'habiller. Mais il veut bien s'habiller, et je vais au bout de ma pensée, parce que je suis copywriter et que c'est comme ça que ça marche dans ma tête, c'est il veut bien s'habiller parce qu'il veut séduire, mais pourquoi il veut séduire? Et là, je vous donne un tips, enfin, je vous donne quelque chose de très puissant, c'est qu'il ne veut pas finir seul. C'est-à-dire que plaire et être en couple, c'est une motivation, mais ne pas finir seul, c'est encore la motivation d'après. Donc si vous arrivez à faire matcher ce que vous vendez avec ce type de motivation, vous êtes beaucoup plus persuasif. Voilà, c'était c'est la douleur finale. Ouais. Je ne veux pas finir seul. Si votre public, c'est des femmes et que vous leur dites tu vas finir seul avec un chat, elles savent de quoi on parle. Voilà, c'était la parenthèse poésie. Parenthèse pertinente comme toujours. Là, vous avez quelques questions à trous, mais je vous invite à réfléchir à vos questions à vous qui correspondent. C'est des exemples. Aujourd'hui, concrètement, quand ça se produit, qu'est-ce qui se passe? Si vous corrigez rien, qu'est-ce qui va arriver en termes de situation? Si on ne change rien dans 3 à 6 mois, quel sera l'impact en termes de perte de temps, en termes d'argent? Pour vous, aujourd'hui, l'idéal, ça serait quoi? Et donc ça, il faut évidemment l'adapter en fonction de votre vente. Est-ce que vous êtes sur un rendez-vous que vous avez, vous, initié avec quelqu'un qui a un besoin éventuel dont il n'est pas conscient? Ou est-ce que c'est un rendez-vous auquel vous allez parce qu'il y a une demande de la personne sur une douleur qu'il a déjà identifiée, qu'il veut résoudre? Évidemment, voilà. Moi, typiquement, quelqu'un, une bonne partie du temps, les rendez-vous sont faits, j'offre une analyse de l'eau pour pouvoir montrer aux personnes les économies qu'ils peuvent réaliser. Elles attendent finalement rien, c'est de la curiosité qui font qu'elles ont un rendez-vous. Donc si au début du rendez-vous, je leur demande, mais alors, pour avoir un adoucisseur d'eau aujourd'hui, c'est quoi le budget que vous êtes prêt à mettre? Je suis pas à côté de la plaque, parce que la réponse déjà c'est 0. Deuxièmement, c'est complètement incongru à ce moment-là. Et là, ils vont se dire, en fait, ouais, il était bien sympa, il s'est intéressé à moi pendant un quart d'heure, là, mais en fait, il veut me vendre un truc. J'aime bien acheter, mais j'aime pas qu'on me vende. Je me ferme, j'écoute plus, c'est fini. Donc, soyez évidemment un peu cohérent, même complètement cohérent par rapport à ça. Mais si la personne, par contre, elle m'a contacté parce que elle a une machine qu'elle a lâchée, son chauffe-eau ceci, ou la gamine, elle a de l'eczéma et qu'elle me contacte, là, je lui ai demandé aujourd'hui, donc voilà, j'ai bien compris vos problématiques. Est-ce que vous étiez fixé un budget psychologique que vous ne souhaiteriez ne pas dépasser pour résoudre la problématique? Et donc là, je vais déjà, moi, juger. Alors, un truc important, c'est de ne pas réagir en disant « Quoi ?» ou enfin, pas surréagir. Si le produit coûte 3 000 et qu'elle vous dit 300, là, vous pouvez dire « Écoutez, alors, je serais ravi de vous présenter nos solutions. Par contre, 300 €, là, écoutez, je ne sais pas faire. Parce que 300 €, c'est même pas le prix de la prestation pour qu'un plombier vienne chez vous et raccorde un matériel qui éventuellement on aurait trouvé sur le trottoir. Donc non, 300 €, c'est pas possible. Donc est-ce que vous êtes arrêté là-dessus ou est-ce que vous voulez qu'on continue? Encore une fois, si c'est 300 et qu'éventuellement elle est prête à faire un investissement et un effort de fou pour arriver à 800, alors que moi c'est 3000, je vais pas perdre de temps et je vous invite à ne pas en perdre non plus. Si vous êtes dans une situation où c'est une demande de sa part, évidemment, posez la question, pour vous, c'est quoi le timing idéal? Voilà. Et là, encore une fois, vous ne devez pas prendre ça comme acquis en vous disant, mon objectif, c'est de signer aujourd'hui. Elle me dit que son timing idéal, c'est dans 2 mois, donc je ne vais pas pouvoir signer aujourd'hui. Mais vous devez juste comprendre
encore une fois, son point de vue aujourd'hui. Et derrière, de poser par exemple la question, ok, bah, écoutez, super, donc vous me dites que plutôt pour vous, l'idéal, ça serait qu'on puisse valider ça en février. Quand on me dit février, c'est parce qu'il y a d'autres choses que vous devez gérer, c'est plus sur l'aspect budget. Voilà, creuser et poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. La seule bêtise, c'est de ne pas poser les questions parce que vous pensez qu'on va vous juger. Posez les questions. C'est tout ce que je peux vous recommander. Préparez vos questions, évidemment. Moi, lors de mes rendez-vous, j'ai 4 questions. Je les pose en début de tous les rendez-vous. S'il y en a une ou deux en plus, très bien. Mais voilà, parce que plus les choses seront des réflexes, plus ça sera facile. Voilà, vous devez vous entraîner. Moi, j'ai un copain qui fait du paddle. Je crois qu'il passe, je sais pas, 5 heures par semaine avec une machine qui lui envoie des balles, toujours la même dans le même sens. Ensuite, il la met dans un autre sens. Et il fait ça, mais des heures et des heures. Sauf que quand il est sur le terrain avec des vrais gens, il les défonce. Voilà. Mais donc, voilà, il n'improvise pas. Il s'entraîne. Alors, les techniques d'écoute qu'il faut vendre. Alors ça, c'est des choses qui sont lues et relues, vues et revues, mais notez-les, appliquez-les, c'est super puissant. La formulation miroir, c'est de reformuler. La personne vous dit, ah bah moi j'aimerais effectivement... donne-moi un exemple. Adrien, tiens, qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à changer de voiture? Et ben, quand j'arrive au boulot, en fait, j'ai honte, je suis obligé de me garer de parking en amont parce qu'avec ma poubelle roulante, j'ai vraiment, voilà, j'assume pas en fait. 2 parkings en amont? Oui, je veux pas qu'on me voie avec cette voiture. Donc j'arrive à pied, je fais croire que je suis venu à pied. Vous y allez à pied du coup? Oui, je suis obligé d'aller à pied. Je me suis même acheté une paire de chaussures exprès parce que je marche plus. Vous avez compris l'idée. Vous reformulez. Et ça, de temps en temps, ça m'amuse de le faire à des vendeurs qui démarrent, où on a une discussion et en fait, ils s'aperçoivent juste au bout de la 3e ou 4e fois, alors pas que je me fous de leur gueule, mais que je... Je peux être honnête? Ouais. Je peux être honnête? Je m'en suis pas rendu compte que tu me l'as fait. Sur le coup des chaussures, non mais sans déconner, c'est vrai. C'est tellement naturel en fait de répéter, de reformuler. Et moi, ça m'incite à continuer à raconter ma life en fait. Faites l'expérience, si vous avez des enfants avec vos enfants ou si vous avez un conjoint avec votre conjoint, vous allez voir qu'avant qu'ils se rendent compte que vous êtes en train de le bidonner, en fait, au moins 4, 5, 6 itérations, parce que en fait, on peut continuer comme ça indéfiniment. Et ça vous permet d'en savoir plus sur la personne, parce que les gens, avant de se livrer, avant de rentrer dans le détail véritable de ce qu'ils ont comme problème ou comme souhait, en fait, ils ne vont pas forcément l'exprimer. De la même façon, la personne vous dit une chose, évidemment, à vous d'utiliser ce qui est approprié au moment. Hein. Comme on dit, si vous avez un clou, n'utilisez pas le tournevis. Donc là, c'est pareil. Mais si la personne vous dit quelque chose, vous avez envie de creuser, vous pouvez dire, mais encore? Ah, d'accord. Et voilà. Et en fait, là, pareil, vous allez pouvoir approfondir ce qu'elle dit. Et dans la partie écoute, c'est aussi pour vous, après, sur la partie argumentaire, n'hésitez pas à utiliser les mots du client. Et ça, parfois, c'est assez surprenant, mais il y a des... Alors, combien de temps de silence? Merci, Brian. Comme c'est écrit utile, la personne, elle va... En fait, les gens ont horreur du vide, les gens ont horreur du silence, les vendeurs ont horreur du silence, les vendeurs ont peur du silence. Et ce qui est le plus difficile dans certaines parties du rendez-vous, c'est en fait de ne rien faire, de juste se taire et d'écouter la personne. Et elle-même, notamment sur la partie réponse aux objections, c'est marrant, le nombre de fois où la personne répond à l'objection elle-même, juste parce que vous n'y répondez pas vous. Et ça, vous pouvez faire l'expérience chez vous, hein, vraiment. Hein. Quand un enfant, si vous avez des enfants, vous lui demandez alors qu'est-ce que tu as fait, machin, il dit son truc, vous ne répondez pas, il va se sentir obligé de compléter. Parce que ça induit, s'il n'y a pas de réponse, ça induit que c'est incomplet et donc il va vouloir combler. Ça, et si vous réutilisez les mots des personnes, il y a des mots, encore une fois, que vous n'utilisez pas du tout, qui ne sont pas dans votre vocabulaire à vous. Mais si vous les réutilisez, là aussi, ça crée de la proximité. Et encore une fois, on aime les gens qui nous ressemblent. Alors, au niveau de la partie argumentation, là, c'est douleur, bénéfice, preuve, et on avance. Sur la partie, par exemple, je vais prendre dans mon cas de figure, typiquement, l'une des choses de calcaire, c'est que ça flingue les chauffe-eau. Donc, vous montrez une photo d'un chauffe-eau bien fatigué. Donc, avec le calcaire, voilà ce que ça fait. Je vous montre une photo. Je vous montre un chiffre de l'ADEME, en l'occurrence, qui dit qu'un chauffe-eau entartré avec 1 cm de dépôt, c'est 50% de surconsommation d'énergie.
Et donc, je reviens sur la douleur, qui est la dépense d'argent inutile, parce qu'en moyenne, ça va représenter une vingtaine d'euros par mois pour un foyer. Donc, 20 euros par mois à la fin de l'année, ça fait 250 euros. Et en fait, ces 250 euros, vous ne les avez pas vu passer parce que c'est prélevé sur la facture d'électricité sans que vous ne voyez rien. Mais malgré tout, ils sont quand même plus sur votre compte en banque à vous. Ils sont chez le fournisseur d'énergie. Donc, ça, vous devez être capable de le faire pour chaque argument que vous dites. Si vous sortez un argument, mais qu'il n'est pas expliqué, qu'il n'est pas démontré, l'utilisez pas, en fait. Ça ne sert à rien de donner un argument que vous ne démontrez pas. Par contre, tous les arguments que vous démontrez, avec encore une fois une source d'autorité ou une démonstration visuelle, ça peut être aussi une démonstration. Si vous dites que, je sais pas moi, votre textile, vous vendez des textiles à un créateur de mode, mon textile est beaucoup plus doux, bah, elle peut le toucher. Ah, bah, vous voyez, effectivement, c'est beaucoup plus doux. Ou alors, ce truc, il est indéchirable, bah, écoutez, tenez, je vous passe un échantillon, essayez de le déchirer. Bah, voilà, elle n'arrive pas, elle n'arrive pas. Mais plutôt que de dire, regardez sur un catalogue, une fiche produit, vous voyez, ce textile, il est beau, hein, et en plus, il est indéchirable. Bah, en fait, ça n'a pas du tout le même impact que de lui donner, essayer, ça ne marche pas. Et donc, tout ça, ça vous permet, premièrement, de cibler votre argumentation sur des choses qui sont factuelles, vérifiables, et surtout que la personne ne peut pas contredire. Parce que l'humain est fait qu'en fin de rendez-vous, et ça, c'était un peu mon problème quand j'ai démarré, c'est qu'à la fin, la personne, elle va trouver toutes les raisons pour contredire ce que vous avez dit. Oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et en fait, quand la personne, elle est en train de vous dire un oui, mais, vous êtes dans une position défensive, et c'est là, en fait, que vous perdez vos moyens. Et les moyens en général, parce que la meilleure défense, c'est l'attaque, paraît-il. Donc, si vous êtes en mode défensif à juste vous justifier, en fait, le client prend le dessus, vous n'êtes plus du tout dans une position on signe maintenant, on est dans une situation où la personne nous dit je reviendrai vers vous. Et ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire on se reverra pas. Petit truc, je vais juste ajouter sur la notion de preuve, si vous avez du mal à justifier vos preuves, enfin vous avez une argumentation, donc François disait tout ce que vous argumentez, enfin tout ce que vous dites, vous devez le prouver. Et il y a une technique qui marche bien, c'est de dire, quand vous annoncez quelque chose, un fait, de se dire mentalement pourquoi, parce que. Vous pouvez le dire verbalement, ça marche, mais quand vous rédigez ou quand vous bossez votre argumentaire, vous vous posez la question pourquoi, et vous dites parce que, et là vous donnez la preuve. La preuve, comme il disait François, elle peut être factuelle, ça peut être toucher, etc. Mais il y a une preuve aussi qui est un peu plus subtile, qui est moins évidente, mais qui fonctionne bien, c'est une preuve logique. La preuve logique, c'est par exemple, ce qui rend doux un textile, c'est parce qu'il est tricoté en maille de je ne sais quoi. Mon textile est tricoté en maille de je ne sais quoi, donc il est doux. Et dans une argumentation, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à mon textile est doux, pourquoi? Parce qu'il est tricoté en maille de je ne sais quoi. Et donc cette technique de se poser la question pourquoi, parce que, va vous amener naturellement à toujours justifier, à amener de la preuve sur ce que vous dites. Et en termes de philosophie, on va dire, exactement comme le disait François, c'est que si vous démontez, en fait, il faut imaginer que le prospect, dans sa tête, il cherche les raisons de démonter ce que vous lui avez dit en amont. Si vous avez démonté tout, il n'a plus aucune raison de ne pas signer. Et c'est l'objectif. La meilleure objection, c'est celle que vous n'aurez pas à traiter. Et pour ne pas traiter l'objection, il faut que la personne accepte et croit ce que vous lui dites. Et pour qu'elle croie ce que vous lui dites, il faut que ça soit incontestable. Et il y a des choses qui sont incontestables. Donc, ça reste encore une fois un exemple. Ça va dépendre évidemment de tout un tas de situations. Mais vous m'aviez dit que, écoutez, ça c'est possible comme ci, comme ça. Voilà, je vous montre. Chez lui, on a fait ceci. Voilà le résultat qu'on a obtenu. Donc voilà, si ça vous semble cohérent, on peut y aller comme ci et on verra cela. Donc ça dépend évidemment si c'est quelque chose qui peut se tester, qui ne peut pas se tester, si c'est un petit produit, un gros produit. Donc tout ça, vous devez le mettre en place. Mais si on fait ceci, on obtient ça. Voilà comme si, et voilà à quoi ça répond comme besoin. C'est globalement la structure qui est la plus importante. Et vous devez le faire pour chaque argument que vous avez. Partez pas du principe que parce que les 3 premiers, je les ai prouvés, les 3 suivants, je peux passer un peu en filou en le promettant. Non, la personne, elle bloquera sur ce qui n'est pas sûr pour elle. Et si vous sortez 10 arguments, dont 2 qui sont un peu hasardeux, pour ne pas dire autre chose, c'est les 2 que vous allez prendre à la fin. Donc, concentrez-vous sur les 8 qui fonctionnent et vous avancez. Au niveau de la réponse aux objections, vous avez globalement 50 000 méthodes. En voici une. Dans tous les cas, peu importe les acronymes qu'on utilise, la première, ça va être d'accepter, d'amortir l'objection. La pire des choses sur une fin de rendez-vous, c'est d'être dans un
match de ping-pong, de boxe, mais dans ceci, mais oui, cela, et en fait d'être en train d'essayer de contredire la personne. Ça ne fonctionne pas. Si la personne vous dit quelque chose qui est complètement débile, faux, dites-lui oui, je comprends. Ah oui, vous avez tout à fait raison. Jamais, jamais, jamais contredire. Alors, excusez-moi, moi j'ai un nouveau-né, c'est pas un enfant, c'est un chien et Queen à côté, mais tout va bien, il s'est reposé. Donc déjà, accepter l'objection. Et ensuite, c'est d'essayer de comprendre. Voilà, quand vous dites que c'est trop cher, vous comparez à quoi? Quand vous dites que c'est trop cher, est-ce que vous aviez une idée de budget que vous souhaitiez allouer? Quand vous dites que c'est trop cher, est-ce que c'est le prix ou est-ce que c'est la mensualité? Quand vous dites que c'est trop cher, est-ce que c'est trop cher aujourd'hui par rapport à votre budget d'aujourd'hui ou est-ce que c'est trop cher dans la globalité? Donc, dans tous les cas, vous devez poser des questions pour comprendre ce qu'il y a derrière. Parce que si vous ne creusez pas, en fait, si la personne dit c'est trop cher, bah non, c'est pas trop cher, les autres, ils sont encore plus chers. En fait, super, mais c'est pas comme ça que ça va signer. Donc, il faut vraiment comprendre. Et le fait d'isoler, qui est l'étape d'après, ça vous permet de trouver la vraie objection parce que sinon, vous allez répondre à cette objection de façon fiable en disant, bah écoutez, vous tombez d'accord sur le fait que c'est pas trop cher. D'ailleurs, oui, mais c'est trop compliqué. Vous répondez, oui, mais. Voilà. Donc, voyez la façon dont vous pouvez isoler la chose en disant, OK, alors j'entends que le prix aujourd'hui, pour vous, c'est un sujet, c'est une préoccupation, alors je vais venir y répondre évidemment avec vous. Par contre, aujourd'hui, sur toute la proposition que je vous ai faite, hormis la partie financière, est-ce que tout le reste est clair pour vous et vous convient? Et si on est OK sur le prix, tout vous convient? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui bloquent? Parce que potentiellement, il va vous dire que c'est cher, mais la vérité, c'est que ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire qu'il est interdit bancaire. Ou c'est pas une histoire d'argent, mais ils vous le disent pas, mais en fait, la veille, ils ont parlé de se séparer et que forcément, ils vont pas investir dans une maison qu'ils prévoient ou qu'ils vont probablement vendre dans 3 mois. Mais tout ça, si vous ne le savez pas, vous allez vous buter sur une objection qui n'est pas la bonne et vous allez finalement être à côté de la plaque. Et encore une fois, si la personne vous dit oui, c'est trop cher, mais c'est surtout que, en fait, le trop cher, ça sera secondaire. Vous répondez à la question du c'est surtout que, et ensuite vous revenez sur la partie du budget qui sera peut-être plus le vrai problème. Et ensuite, traiter l'objection. Alors, il y a plein de solutions, mais ça va surtout dépendre de votre secteur à vous. Autant si vous vendez un logiciel ultra compliqué, vous pouvez retirer éventuellement telle ou telle option. Si vous vendez des vêtements, vous n'allez pas lui dire que vous lui vendez la robe sans les boutons ou sans la fermeture éclair. Donc, à un moment donné, c'est différent. Par contre, vous pouvez peut-être dire, écoutez, sur cette gamme, effectivement, poil. Comment? S'il y a des options quand même, j'interviens, mais s'il y en a quand même. Oui, alors, moi, c'est moins mais après, oui. Mais après, sur la partie oui, peut-être textile, de pouvoir changer, effectivement, on peut passer sur une autre gamme. Donc, voilà. Mais ça, c'est des choses que vous devez, vous, être capable de proposer pour pouvoir répondre à la problématique, encore une fois, où vous vous mettez à la place de la personne et vous devez essayer de comprendre quel est le point sur lequel elle bute. Et le trop cher, il peut être, par exemple, lié à plusieurs choses. C'est trop cher par rapport à mon budget. C'est-à-dire qu'il y a une personne, vous pouvez lui proposer une Lamborghini à 100 000 au lieu de 200 000, elle ne vous l'achètera pas parce que dans tous les cas, c'est trop cher. Mais il y a des personnes qui vont avoir les 100 000 x 10 sur leur compte, mais pour qui avoir une bagnole à plus de 50 000, ça n'a pas de sens. Ou d'avoir une voiture dans laquelle il faut se baisser au ras du sol, ça ne colle pas. Donc, c'est toujours de comprendre ce qui va être pour la personne le vrai frein et celui qui va être la vraie motivation. Et ça, il faut réussir à jongler entre les deux. Et la meilleure des solutions, c'est poser des questions, poser des questions, poser des questions. Et derrière, c'est de proposer une étape datée. Mais encore une fois, l'étape datée, la meilleure, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et pour ça, il va falloir effectivement utiliser aussi quelques stratagèmes pour accélérer la décision, que ça soit avec une offre maintenant, que ça soit en rajoutant un bonus, que ça soit en proposant une ristourne, que ça soit en proposant une petite option complémentaire. Mais dans tous les cas, de pouvoir avancer plutôt maintenant que plus tard. Et dans la partie objection, et ça, c'est probablement le truc le plus contre-intuitif et le moins fait, c'est que quand il y a des objections, 9 vendeurs sur 10 vont affirmer
c'est comme si, c'est comme si, c'est comme ça, et en fait, ils vont être en train d'essayer de convaincre la personne. Alors que si vous posez des questions, c'est la personne elle-même avec laquelle vous allez réfléchir, et elle-même va se dire, ok, effectivement, oui, pour moi, je pensais qu'un adoucisseur, ça coûtait 2 000 €. Là, je me rends compte que oui, finalement, si je veux quelque chose de qualité, c'est 4 000. Mais si je l'échelonne à 40 € par mois et que de l'autre côté, je fais 70 € d'économie, oui, vous avez raison, en fait, ça serait bête de ne pas le faire. Et vous l'amenez comme ça, sur une décision qui est logique, avec un point de vue qui, au début, n'était pas faux. Parce que si son prisme de lecture, c'est que ceci coûte cela, vous ne pouvez pas aller contre ça, puisque chacun a son expérience. Mais si vous arrivez à lui poser des questions et que la personne dit oui, effectivement, vous avez raison, eh bien là, c'est gagné. Touk. Attendez. Alors après, j'y reviendrai sûrement après, mais que j'oublie pas, le pire des pièges dans lequel peut tomber un vendeur, après avoir répondu à une objection, c'est là, par contre, de faire un blanc qui va entraîner que le fait que le client va s'engouffrer dans la brèche et à réenchérir. Parce que autant si vous voulez faire parler la personne, un silence, c'est bien. Si vous voulez la faire agir, un silence, c'est pas une bonne idée. Vraiment pas. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, donc comme si. Donc, dites-moi, du coup, est-ce qu'on part plutôt sur un paiement au comptant ou plutôt sur un financement? Il faut vraiment de suite aller dans la brèche pour que là, éventuellement, il y ait une nouvelle objection qui surgisse. Mais si vous ne le faites pas, c'est elle qui va vous dire écoutez, ok, effectivement, au niveau du prix, oui, vous avez raison, c'est ok. Mais écoutez, on se rappelle, et c'est elle qui va vous dévier de la partie signature. Donc, quand la réponse à l'objection est formulée, et que pour vous, c'est naturel que la suite, c'est d'avancer, dire écoutez, génial. Du coup, pour la robe, on choisit quelle couleur? On part sur du blanc, on part sur du rose. Voilà. Et vous engagez la personne, et soit elle va vous dire oui, allez, on part sur du blanc comme c'était prévu depuis le début, bingo. Et là, vous sortez de quoi faire les papiers, de quoi avancer en fait vers le bon de commande. Mais si une fois la réponse faite, vous n'avancez pas, en fait, la plupart du temps, c'est pas la personne qui avancera à votre place, et vous allez potentiellement perdre une vente à 3 secondes en fait. Et ça, c'est quand même assez terrible de perdre une vente en fait à rien. En fait, à partir du moment où vous passez à l'étape d'après, la personne n'est plus en train de réfléchir à est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Elle est en train de réfléchir est-ce que je prends blanc ou est-ce que je prends rose. C'est ça, en fait, l'intérêt de passer à l'étape d'après. C'est que la réflexion, elle va être sur que ce soit blanc ou rose. La vente n'est pas actée, mais pas loin, quoi. Alors, quelque chose que moi je fais, alors là, vous avez des réponses type prix, on va réfléchir. Pareil, ça, il y en a plein. Typiquement, dites-vous une chose, si ça s'applique chez vous, notamment les possibilités de délai de rétractation, il y a quand même beaucoup de domaines dans lesquels c'est le cas. À ce moment-là, en fait, dites-vous qu'une personne qui signe un bon de commande, c'est un effort pour elle de l'annuler. Quelqu'un qui n'a pas signé, c'est un effort de revenir vers vous pour signer. D'autant plus que on va acheter tous avec l'émotion et on va se le justifier avec la raison. Si vous ajoutez telle ou telle option sur votre bagnole parce que vous dites avec l'émotion, franchement, que ma mensualité elle soit à 400 ou à 500, allez, je m'en fous, je me fais plaisir, ça c'est l'émotion. Par contre, quand derrière vous allez devoir le repenser le soir, vous allez vous justifier, non mais c'est vraiment bien parce que là avec le truc sono, quand je serai sur l'autoroute, ça sera quand même plus agréable. Et là, c'est plus l'émotion, c'est le cerveau qui va vous justifier. Et quand vous quittez un client, c'est la même chose, son cerveau va justifier ce qu'il a fait. Soit il va justifier le fait qu'il a bien fait de ne pas signer tout de suite, et donc là, la vente, elle s'éloigne. Soit il se justifie le fait qu'il a bien fait de signer, et la bonne nouvelle, c'est que vous l'avez fait signer, et donc du coup, la vente se confirme. Et ça, je l'ai expérimenté des centaines, voire des milliers de fois. Le même profil, la même personne, vous lui faites signer le bon de commande en disant on se le confirme dans 3 jours, 9 fois sur 10 ou 8 fois sur 10, ça tient. Vous lui dites écoutez, on se le confirme, vous n'avez rien signé, on se le valide, je vous rappelle et on fait les dossiers la semaine prochaine. 9 fois sur 10, ça ne signe pas. Parce que l'émotion est retombée et que la raison l'a emporté sur le fait que j'ai bien fait de prendre le temps de réfléchir. Sur les objections, quelles qu'elles soient, et ça, à peu près toutes les objections, si vous sentez que c'est finalement un petit manque de il faut que j'y aille, faut juste qu'on mette un petit coup de pied au cul parce que j'ai envie d'y aller mais j'ai un petit doute. Et bien là, posez la question, c'est l'une de mes préférées, écoutez, ok, très bien, sur une échelle de 1 à 10 où 1 équivaut à aucun intérêt et 10, on y va maintenant,
à quel niveau est-ce que vous vous situez? Et donc là, si la personne, elle vous dit moins de 5, 6, 7, bah vous savez que vous avez raté un truc et que potentiellement, ça ne sert à rien d'insister parce que vous ne gagnerez rien. Soit elle vous dit, bah, écoutez, 8, 9. Et là, la question, c'est de dire, bah, écoutez, génial, 8, 9, c'est une très bonne note. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'on arrive à 10? Et là, c'est elle-même qui va vous répondre à votre objection. Bah, écoutez, à 10, franchement, si au niveau de l'entretien de l'année prochaine et la suivante, ça ne serait pas à sortir, ouais, là, on serait à 10. Mais là, voilà. Et après, bah, vous voyez ce que vous pouvez faire ou pas. Mais au moins, vous avez le client qui vous dit comment répondre à son objection. C'est quand même plutôt efficace. Et Cassandra qui pose une question intéressante, François, qui demande pardon, j'ai pas vu. Est-ce qu'on achète tous avec de l'émotion? Avec l'émotion. Ah, je croyais que c'était une affirmation. Oui, on achète tous avec de l'émotion, clairement. Alors après, il y a des choses qui sont peut-être moins émotionnelles. Et si votre imprimante est vide et que vous allez acheter du papier, c'est pas très émotionnel, c'est plutôt pratico-pratique. Mais la plupart des autres, on va dire des décisions un peu plus réfléchies, où on a besoin qu'un vendeur nous vende, parce qu'en vérité, le papier, il n'y a personne qui vous le vend, c'est vous qui l'achetez. Mais quand on est dans un contexte où il y a besoin que quelqu'un nous vende, bah, l'émotion va faire partie de l'équation de façon très importante. Peut-être pas à 100% tout le temps, ok, mais dans tous les cas, c'est une grosse partie. Bah, pour répondre moi plus ou moins à la question, je vous invite à réfléchir à si on enlevait l'émotion, est-ce que les gens achèteraient ce que vous vendez? Et vous vous rendez compte qu'en fait, la plupart de nos achats, on aurait du mal à l'expliquer quelqu'un qui est à 100% rationnel. Allez expliquer à quelqu'un que vous avez une paire de pompes à 200 balles ou un jean à 200 balles, il va dire mais pourquoi en fait? Explique-le-moi rationnellement. En fait, vous ne pouvez pas l'expliquer rationnellement. Ça n'a pas de sens en fait. Vous l'avez fait parce que... Ouais, à 2000 balles, encore moins. Mais dites-vous que les publicités, un truc absurde, un parfum, c'est avec le nez. Les parfums font des pubs à la télé. Et comment ils font? Parce qu'ils font une association d'idées entre la séduction et l'odeur. Et c'est une émotion. Je ne sais plus qui avait fait ça. Il a le parfum, il aura les femmes. C'est pas Axe qui avait fait ça? Bah, ils avaient fait, eux, carrément, ils avaient mis les deux pieds dedans. C'est toujours avec l'émotion. Ouais. Toujours. Donc, au niveau du closing, encore une fois, ce qui va être vraiment le plus important, ça va être de vous enclencher la chose et pas attendre que ça se fasse. Voilà. Faut y aller et faut mettre la petite pichenette qui va faire tomber le premier domino et qui va faire que le reste suit. Voilà, donc si on vise mardi, c'est OK pour vous. Le dossier, voilà, moi à la fin, j'adore, je fais toujours les rendez-vous avec monsieur, madame. Donc du coup, le dossier, on le met au nom de monsieur ou au nom de madame? Voilà, c'est soit ils me répondent, et ça veut dire oui, on y va, et même si je ne sais pas trop, bah, je te dis, OK, après, j'ai écrit le nom de monsieur sur la tablette, c'est engagé, c'est dur de revenir en arrière. Ou alors ils vont dire, attendez, on n'y est pas encore, et finalement après, bah, je vais re-argumenter, répondre à l'objection, re-interroger. Et ensuite, bah, je ne referai pas la même coup, donc au nom de monsieur, au nom de madame. J'ai écoutez, parfait. Du coup, on part sur ça. Est-ce que vous souhaitez, en termes d'installation, que ça soit plutôt en semaine, plutôt le matin, plutôt l'après-midi? Enfin, dans tous les cas, vous devez trouver des alternatives. Et ça fonctionne très bien. Au niveau des essais, il y a plein de domaines dans lesquels ça peut être intéressant. Pour de la formation, je sais que certains vont vous dire, écoutez, je vous invite sur la session on fait une session tous les 15 jours, venez sur la session de lundi prochain, si ça vous plaît, on valide et vous venez sur les suivantes. Encore une fois, il y a des choses que vous pouvez offrir de façon gratuite. Une formation que vous faites payer, qui est 10 personnes ou qui en est une 11e, ça ne changera rien, ça ne vous coûte pas d'argent. Moi, évidemment, je ne peux pas vous dire, je vous installe un adoucisseur d'eau et dans 15 jours, vous me dites si vous le voulez. Donc ça, il faut que ça soit adapté. Mais toujours partir sur des choix qui sont binaires, parce qu'encore une fois, plus c'est simple de décider, plus ça décide. Le closing, ça, il faut vraiment que vous l'intégriez. C'est que c'est à ce moment-là qu'il y a un échange de valeur. Sans closing, il n'y a pas de bénéfice pour vous, mais il n'y en a pas non plus pour le client. Et le moment où vous serrez la main, c'est le moment où vous mettez d'accord que OK, je prends ton argent, parce que c'est souvent en argent qu'on est payé, en principe. Et en échange, voilà le service que je vous délivre. Et il faut qu'il y ait un équilibre, encore une fois, une perception que ce que vous apportez va être bénéfique à la personne en face de vous. Au niveau du rendez-vous, je vais te laisser la suite, Adrien, pour juste après. Un rendez-vous qui finit bien, c'est évidemment un contrat posé d'entrée, un cadre. Moi, la question que je pose en début de rendez-vous, c'est-à-dire on est bien d'accord que si demain vous pouviez avoir une autre meilleure qualité sans que ça vous coûte un centime, ça serait absurde de rien faire.
Et personne ne peut dire non à cette question. Il y a quelques sceptiques qui vont dire oui, bah, j'attends de voir. Ok, bah, je vais te montrer. Et à la fin, je leur remets éventuellement face à leur incohérence s'ils me disent qu'ils ne veulent pas alors que c'est bénéfique. La découverte qui va bien, des preuves concrètes et alignées sur la douleur, évidemment, et une prochaine étape datée. Et encore une fois, je préfère quelqu'un qui va me dire un non aujourd'hui plutôt que de me faire miroiter un oui auquel lui-même ne croit pas. Ça ne sert à rien. Ne perdez pas de temps avec ça. Et tout comme sur la prospection, et ça, bah, pour le coup, avec Brian, je pense que vous en avez parlé, ceux qui ont suivi ces parties-là, la prospection, c'est de qualifier et de disqualifier. Il y a des personnes, vous ne les voulez pas en client. Voilà. Et il y en a que vous voulez. Eh bien, sur une fin de rendez-vous, c'est pareil, vous devez être capable de passer à autre chose et de ne pas insister si ça n'a pas lieu d'être. Voilà, on a bah, sur cette partie-là fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Et ça s'agite là-bas, je vous demande juste une petite seconde. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous entends et je vous écoute. Désolée, je suis partie précipitamment. J'ai un problème avec mon Safari et je sais pas, ça bug. Mais j'ai pas entendu du coup la réponse à ma question. Sur est-ce qu'on achète toujours sur l'émotion? Ouais. Alors la réponse c'était que sur les choses que vous achetez de vous-même, c'est souvent le cas, mais si c'est une ramette de papier, l'émotion ne rentre pas beaucoup en ligne de compte. Et si vous rachetez du shampoing parce que vous n'en avez plus, bon, a priori, c'est une habitude plus qu'une émotion. Par contre, si vous achetez un shampoing parce qu'on vous a promis que vos cheveux allaient repousser, c'est différent. Et donc, dans un cas, vous l'avez acheté vous-même de façon spontanée parce qu'il n'y a pas de réflexion vraiment derrière. Mais si vous êtes en train de vendre quelque chose, typiquement, je sais pas moi, une robe de mariée, c'est l'émotion qui fait qu'on met des milliers d'euros dans une robe qui va servir une heure ou une soirée. Il n'y a rien de rationnel là-dedans. Mais c'est l'émotion qui fait qu'on en a envie. Oui, mais je trouve que tout le monde n'est pas irrationnel non plus dans son type d'achat. D'ailleurs, moi, quand je fais de la vente, j'essaye d'analyser le comportement d'achat de la personne qui est en face de moi. Et je vois, par exemple, typiquement mon père. Mon père, je saurais comment lui vendre le même produit et je ne prendrais pas la même argumentation avec ma mère, qui elle est dans l'émotion, pour le coup. Mais mon père, il est dans le factuel et le pratique. Si je lui explique pas que le vêtement qu'il achète, il y a 15 poches dans lesquelles il peut mettre son stylo, son carnet, son machin, il va me dire, ça me sert à quoi d'avoir un nouveau jean? Même s'il le trouve très beau. Voilà. D'accord, je suis complètement d'accord avec vous, Cassandra, et c'est pour ça que certaines personnes vont trouver absolument débile d'avoir un sac à 500 €, alors que d'autres ne vont pas concevoir d'avoir un sac à moins de 2000 ou 5000 ou 10 000. Donc, c'est encore une fois une histoire de prisme de lecture personnel et votre empathie doit vous permettre de voir que cette personne-là, un sac à 1000 € ou 500 ou 5000, dans tous les cas, c'est pas pour elle parce que pour elle, il n'y a aucune émotion avec un sac. Par contre, si vous lui dites que pour son cheval, elle peut avoir une selle pour d'équitation à 5000 € parce que c'est comme ci, parce que c'est comme ça, et que ça, pour elle, c'est de l'émotion, elle va mettre 5000 € dans une selle, alors que moi, je ne comprends même pas pourquoi on pourrait en mettre 500. Mais c'est donc oui, c'est toujours ça, la perception que les gens vont en avoir. Donc, il y a des émotions qui sont plutôt universelles, et il y en a d'autres qui... on peut parler des voitures. Les voitures, il y a des marques de voitures qui sont typiquement pour les gens très analytiques et très à besoin de se rassurer, etc. Il n'y a jamais personne de foufou qui va acheter une Skoda ou une Volvo. Voilà. Et à l'inverse, il y a des marques, c'est pas les personnes très discrètes. Vous achetez rarement une Lamborghini pour passer incognito. Ou pour le confort. Voilà. Donc, c'est vraiment chacun va avoir des émotions qui lui sont propres. Et même si les émotions de base sont, on va dire, universelles, la peur, le plaisir, la douleur, etc., bah, chacun va avoir celles qui vont déclencher la prise de décision. Mais typiquement, si on parle d'avoir 15 poches, bah, peut-être que l'émotion derrière, ça va être la sécurité, de savoir que je vais pouvoir ranger tous mes trucs. Voilà. Ça reste une émotion quand même. Il faut qu'il y ait de l'enjeu pour lui aussi. Votre père, il est probablement très factuel, mais il a forcément des choses où il est absolument rationnel. Oui, c'est vrai. Par exemple, si on vous kidnappe, je suis à peu près sûr qu'il n'est pas payé tout ce qu'il peut. Vous voyez ce que je veux dire?
En fait, on est très factuel sur les choses soit qui n'ont pas de valeur pour nous, soit qui ne sont pas très. Moi, la déco de chez moi, si vous voulez, c'est ma femme qui s'en occupe. Oui, c'est ça, mais exactement. C'est l'intérêt qu'on y met. Tout à fait. C'est l'intérêt. Et votre père n'est peut-être pas votre client idéal par rapport à ce que vous faites. Sauf le Non, jour. clairement pas. Sauf le jour, alors je ne sais pas si c'est déjà fait, mais peut-être que le jour où vous vous mariez, lui, il cherchera à être digne de votre mariage. Exactement. Et là, il sera très impliqué émotionnellement. Oui. Un truc qu'on n'a pas dit tout à l'heure avec François et qui a beaucoup d'importance aussi quand vous faites une démonstration, qu'elle soit logique ou quoi, c'est que c'est important de comprendre les enjeux pour la personne qui est en face de vous, mais c'est aussi important de comprendre les enjeux que ça va induire. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses pour soi et on en fait encore plus pour les gens qu'on aime. Être équipé d'un adoucisseur pour ne pas avoir ma peau qui gratte, je peux le tolérer. Par contre, si ma fille, elle a la peau qui gratte et ça l'empêche de dormir, et on est sur de l'émotionnel pur, là, c'est un enjeu qui est différent. C'est que ça dit de moi, est-ce que je suis un bon père qui prend soin de ses enfants, ou est-ce que je suis un égoïste qui pense à ma thune, quoi, tu vois. Donc c'est un petit peu le côté émotionnel de toujours matcher avec les enjeux de la personne, quoi. S'il n'est pas intéressé, s'il n'y a pas d'enjeu, voilà, on ne fera pas des miracles. Et c'est rare, mais il y a même des fois où en rendez-vous, fin de rendez-vous, je parle même pas d'argent, de prix. Je leur dis, écoutez, merci de m'avoir écouté, c'est génial. Voilà, je vous remercie pour votre temps, merci pour les contacts que vous m'avez donnés. On n'en a pas parlé, ça sera l'occasion d'une prochaine, mais la prise de recommandation, c'est obligatoire. Il ne faut pas quitter une personne sans lui avoir demandé des numéros à appeler de sa part. C'est voilà, ça c'est très simple comme règle, mais très puissant. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça. Bref, la prise de recommandation, c'est important aussi. Ouais, totalement. Ça fait de la viralité, hein. Du coup, c'est vrai que j'en parle beaucoup, moi, dans les formations, dans la partie d'au moins d'avoir un système de parrainage, d'affiliation, ce genre de choses. Ça permet tout de suite de faire grimper les chiffres. C'est extrêmement puissant. Tu parlais que les gens, en fait, tu présentais pas le prix, probablement parce que tu as vu qu'ils n'étaient pas. Oui, pardon. Oui. Voilà, dans tous les cas, lors de mon rendez-vous, je l'aurais rentabilisé en demandant des numéros de téléphone, que potentiellement, certaines fois, je n'obtiens pas. Mais à la fin, si la personne, elle m'a montré un désintérêt total du début à la fin, à quoi ça sert d'essayer de convaincre quelqu'un qui n'est pas du tout à l'écoute, qui même vous dit tout le long que ça ne l'intéresse pas et vous constatez que effectivement sa personne même ne colle pas avec ce que vous proposez. Bon, c'est pas grave. Quelqu'un qui divorce, c'est compliqué à ce moment-là de lui vendre une robe de mariée, quoi. Donc, il y a d'autres choses à lui vendre. Pas judicieux. Voilà. Par contre, vous pouvez le mettre en relation avec un avocat. Et... c'est pas mon taf. Ce que je vous propose là, on va passer sur la suite, d'autant plus que s'il y a des ça c'était le deal qu'on avait avec Brian, c'est que s'il y avait des questions, on va dire one-to-one, n'hésitez pas, on pourra prendre le temps, Adrien ou moi, d'y répondre de façon individuelle. Comment ? Ou dans le chat également, de poser des questions, je pense que pour ceux qui n'ont pas de micro là ou qui n'ont pas l'occasion de prendre la parole. Si vous avez des questions, peu importe le sujet, à partir du moment où c'est raccord avec la vente un minimum, si vous avez des choses que vous ne savez pas comment, des choses que François a dit ou que j'ai pu dire, que vous ne voyez pas de quelle façon ça peut s'implémenter pour vous, ça peut être intéressant de nous le partager, comme ça on vous donne quelques pistes de réflexion. On n'a pas la vérité absolue évidemment, mais voilà, vu que François, lui, principalement, son canal d'acquisition, c'est le porte-à-porte, il n'a pas les mêmes enjeux que vous, c'est des rendez-vous en présentiel, vous, c'est peut-être pas forcément le cas. Il vend un produit physique, peut-être que vous vendez un produit dématérialisé. Fondamentalement, il y a toujours moyen comme je disais, d'en tirer l'essence même et de le rendre compatible. Si maintenant vous avez du mal à faire cette gymnastique mentale et que vous voulez profiter un peu de notre jus de cerveau avant qu'il soit trop carbonisé, c'est le moment. Moi, j'ai juste une petite question à François. Oui. Quand vous faites du porte-à-porte, justement, comment vous vous présentez quelle est la première chose que vous dites quand la personne elle ouvre? J'imagine que c'est une phrase d'accroche, entre guillemets. Oui, alors moi, c'est simple, j'ai un petit papier et je leur remets, je leur dis, je vous donne ceci et je vous explique. Ce qui crée déjà un premier lien et une première curiosité. Et ensuite, je leur pose la question, vous êtes bien le propriétaire de la maison?
question à laquelle ils vont répondre la plupart du temps oui. Et on démarre sur un oui et on démarre sur une interaction qui est positive. Et ensuite, je leur sors mon petit speech pour leur dire ce que je fais et ce que je leur propose. Mais faut que ça soit succinct, faut que ça soit assez rapide pour que derrière, il puisse y avoir encore une fois une proposition de rendez-vous assez rapide, une réponse aux objections qui va être cadrée. Et c'est justement ce dont on parlera juste après. Et effectivement, la réciprocité, c'est que, en fait, si on crée un pont entre les personnes pour que, et typiquement sur la prospection en porte-à-porte, si vous êtes loin de moi, je vous dire, je vous remets ceci, je vous explique, vous allez venir. Alors que si je commence à vous parler, à hurler à 20 mètres de vous, ça n'a aucun sens et il n'y a personne qui a en principe Et oui, dans la vie, il y a des hooks. Mais la vie, c'est du copywriting. Étudier le copywriting. La vie, ce n'est que ça, tout le temps. Ce n'est que de la vente. La plupart François, je t'ai coupé dans ton. Non, mais c'est pas grave. Mais quand vous devez vendre à votre conjoint ou conjointe d'aller plutôt voir tel film ou tel autre, si vous devez convaincre d'aller dans tel resto ou dans tel resto, si vous devez convaincre des amis d'aller plutôt en Italie qu'en Espagne l'été, enfin, j'ai envie de dire, peu importe, mais à chaque fois, on est en train de vendre, en train d'essayer de convaincre. Et ça ne veut pas dire qu'il faut, notamment dans sa vie personnelle, devenir un tyran et être incollable et répondre à toutes les objections et ne plus laisser les autres s'exprimer. Mais par contre, ça veut dire que parfois, c'est quand même bien d'être écouté et d'avoir un peu de la possibilité, oui, de s'exprimer. Et au niveau commercial, la réalité, c'est que soit on a un patron, soit on a des clients. Et si on ne veut pas de patron, il faut bien trouver des clients. Et si on ne trouve pas de clients alors qu'on ne veut pas de patron, ça ne peut pas marcher. Et les personnes qui sont dans ce genre de situation, en fait, quittent le salariat avec des espoirs, mais ils reviennent assez rapidement parce que, encore une fois, elles ne comprennent pas que si vous ne voulez pas de patron, il faut des clients. Et les clients, ça se cherche, ça se trouve. Et c'est pas particulièrement facile si on n'a aucune idée de comment ça fonctionne. C'est pas très compliqué quand on maîtrise le sujet, parce que j'ai envie de dire, comme la plupart des compétences, en l'espace de 20 heures, vous pouvez intégrer une grande partie des compétences, mais encore faut-il les passer, ces 20 heures. Et voilà, là derrière moi, j'ai quelques bouquins. Oui, j'ai lu des bouquins pour savoir ce que je sais, et à un moment donné, si vous ne pratiquez pas et que vous ne vous formez pas, ça marche pas. Et la sortie la plus rapide vers l'échec entrepreneurial, c'est de ne pas trouver de clients, exactement. Je suis en train de me battre avec un chien. Un truc important, François, que je voulais te demander. Voilà, on voit la bête. Un truc peut-être précisé, François, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Quand tu fais du porte-à-porte, qu'est-ce que tu cherches à obtenir à ce moment-là? Est-ce que tu fais ta démo? Est-ce que tu... Oui, bonne question. En fait, il faut surtout pas griller les étapes. Et notamment, si vous essayez de séduire quelqu'un, en principe, au premier contact, peut-être que l'idée, c'est d'obtenir le numéro de téléphone plutôt que d'obtenir la date du mariage. En fait, là, c'est exactement pareil. Vous devez, en l'occurrence, moi, lors de la prospection, ce que je vends, c'est un rendez-vous et pas un produit. Et en fait, lors de la prise de rendez-vous, l'erreur que font la plupart des gens, c'est de vendre, de commencer à parler d'un produit, de parler de promesses, etc. Alors que moi, la seule promesse que je fais, c'est d'offrir une analyse de l'eau pour chiffrer les économies potentielles. À partir de là, vous en ferez ce que vous voulez. Mais si on commence à argumenter, c'est là, en fait, que ça ne marche pas. Et comment ça se passe si y a une personne avec qui vous commencez à échanger qui semble vraiment intéressée par ce que vous faites, mais qui très vite est dérangée. En fait, elle n'est pas dans une situation où elle est disposée pour être à l'écoute. Comment ça se passe? Si, je sais pas, il y a ses enfants derrière, il y a un truc, le repas brûle, je sais pas, mais elle est vraiment occupée. Elle va forcément écourter et peut-être un peu vous mettre à la porte, quoi. Comment faites-vous repasser le lendemain en disant c'était moi hier? Vous avez la réponse? Voilà. Comment? À votre avis? J'imagine que vous allez tenter d'avoir tout de suite vous allez demander quel jour l'arrange pour discuter plus calmement. Oui, mais si j'ai même pas la possibilité de faire ça? Moi, je repasse, perso, mais je sais pas. Alors, sur la prospection en porte-à-porte chez le particulier, c'est pas forcément le plus approprié. Si vous prospectez le gérant d'un magasin de fringues pour lui présenter votre gamme, oui, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Là, en l'occurrence, si c'est ça, moi, je prends le numéro de téléphone, j'y vais. En fait, vous devez devancer les gens. Oui, c'est sûr. Il ne faut pas être insistant. Et si les gens vous
trouve pour quelqu'un d'insistant ou de chiant, ça n'ira pas plus loin. Donc, il Oui, faut c'est vrai. devancer en disant à la personne, écoutez, et au téléphone, c'est pareil. Moi, j'ai beaucoup de contacts qui rentrent grâce à des partenariats. Si j'entends qu'il y a du bruit derrière, c'est même de devancer la personne, elle dit allô dans du boucan. C'est-à-dire, bah, écoutez, bonjour, je vous appelle suite à la bouteille que vous avez scannée, machin chose. J'entends qu'il y a du bruit, je pense que c'est pas le bon moment pour se parler. Et là, la personne, elle redescend d'un cran en disant, effectivement, ouais, là, je suis en plein, machin truc. Et la personne apprécie que vous ayez entendu et que vous ayez compris ce qu'elle vit. Je sais pas, un chien qui est en train de lui mordre la jambe. Et à ce moment-là, vous lui posez de suite la question, écoutez, à quel moment est-ce que c'est le mieux pour vous rappeler? Est-ce que c'est mieux que je vous rappelle ce soir fin de journée ou plutôt demain midi? Et vous avez là gagné des points. Parfois, elle vous a dit un horaire qui ne fonctionnera pas, donc derrière, c'est à vous de faire le suivi dont on parlait tout à l'heure et de ne pas lâcher. Ce que je voulais dire à un moment donné que j'ai oublié, c'est que je ne lâche que quand les gens me demandent de lâcher, en disant écoutez, ça ne m'intéresse pas, ne me rappelez pas. Ok, je ne rappelle pas de problème, perdu. Mais si la personne ne me dit pas ça, je vais toujours lui demander quand est-ce que je peux la rappeler pour faire le suivi qui va bien. Ok. En fait, je vais dire un truc tout bête, hein. En fait, respectez-vous. C'est tout. Quand quelqu'un est en train vous arrivez avec de l'enthousiasme, vous savez que vous avez un bon produit pour lui et que lui, il s'en fout un peu, respectez-vous. Écoutez, je pense que c'est pas le moment ou c'est pas le machin et vous vous retirez de l'opération. De toute façon, ça mènera jamais à rien. Quelqu'un avec qui vous n'avez pas l'attention pleine et l'écoute, en fait, vous allez être un parasite et vous allez être juste du bruit pour lui et vous n'allez jamais vendre, c'est impossible. Et il y a un exemple qui est revenu souvent, et moi, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à considérer, c'est que la vente, c'est exactement comme la séduction. C'est exactement la même chose. Vous pouvez faire tous les parallèles possibles. C'est-à-dire que si vous avez une situation de vente, vous ne savez pas comment réagir, vous la transposez dans un cycle de séduction et vous vous dites, qu'est-ce que j'aurais fait à ce moment-là? Vous êtes en train de draguer quelqu'un, il y a sa meilleure pote qui se pointe et qui fout le bazar, enfin, ça ne sert plus à rien. Il y a quelqu'un d'autre qui vient changer la dynamique, vous lâchez l'affaire et vous replanifiez un rendez-vous. Ça peut être fait de façon formelle, informelle, selon le contexte. Mais c'est vraiment, voilà, si vous posez la question en vente, transposez ça dans un cadre de séduction et vous aurez votre réponse. Alors, on n'est pas le love coach, mais on pourrait. Pas loin. On pourrait. Ah, c'est pour ça que Brian est bon en vente. J'ai pas osé le dire. Je suis là pour ça. Hein. Non, malheureusement, je suis pris. The créatrice. Merci pour le petit compliment qu'on a vu passer, ça fait plaisir. Et je vous laisserai voir le replay pour la fin. Et si ça a apporté, et encore une fois, si la personne est encore là, avoir entendu tout ça, c'est cool si ça vous inspire. Mais l'inspiration sans l'action et sans l'implémentation ne sert pas à grand-chose parce que demain matin, l'émotion de ce soir sera passée. Et on parlait d'émotion, là c'est génial, c'est waouh. Mais en fait, si c'est pas mis en place rapidement, il se passera rien. Et l'engagement, en fait, je sais plus de qui elle est cette définition, mais c'est celle que moi j'ai retenue. La définition de l'engagement, en fait, c'est de faire les choses qu'on a dit qu'on ferait une fois que l'émotion est passée. Et là, peut-être que vous allez vous dire, ouais, super, c'est génial, ils sont trop forts, machin chose, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais en fait, l'engagement, c'est de le faire une fois où vous serez plus au plafond, vous serez juste avec la réalité d'un client qui vous envoie chier ou de je ne sais pas quoi, ou d'une journée difficile. Mais en fait, c'est là qu'il va falloir être capable de garder le cap et de continuer à travailler ces différentes compétences, parce qu'il ne s'agit que de ça finalement. Et une fois que vous avez travaillé ces compétences, ça vous permettra de progresser. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, moi, c'est apprendre, entraînement. Apprendre, entraînement. Il n'y a rien de plus puissant que... On parle d'implémentation, mais c'est l'entraînement en fait. J'apprends quelque chose, je le teste le lendemain, le plus vite possible. C'est ça. Et ça fera la transition avec la suite, justement, c'est que j'ai l'un de mes meilleurs vendeurs qui joue au tennis. Et en fait, dans le tennis, c'est lui qui m'a appris ça, on parle de temps de jeu. Et en fait, on peut connaître la théorie de plein de trucs. C'est à un moment donné, c'est le temps de jeu. Et c'est ce que mon autre copain fait avec le paddle. C'est que à force de se prendre des centaines de balles dans la figure et de faire le bon mouvement comme il faut, derrière, en fait, ça rentre. Et l'entraînement permet justement de pouvoir progresser. Et plus les entraînements sont rapprochés, mieux c'est. Et ça, en anglais, il y a une phrase qui dit que success loves speed. Le succès aime la vitesse. Plus vous faites les choses de façon condensée, plus ça fonctionne. Si vous faites démarrer une nouvelle activité, vous devenez vendeur chez TNM, et que vous faites 10 rendez-vous en 10 mois, vous n'allez pas progresser. En fait, le rendez-vous numéro 2, il sera aussi mauvais que le premier parce que c'est en un mois, on oublie tout. Les pépites pour les auto-écoles, c'est les personnes qui prennent 2 heures de conduite tous les 2 mois. Ils les ont à vie, parce que jamais ils auront leur permis.
Par contre, quand vous prenez vos heures de conduite 2 heures par jour pendant 2 semaines ou 10 jours, bah, les 20 heures sont faites, ça rentre, vous progressez, les conseils de la veille, ils s'implémentent, et là, vous avez votre permis rapidement. Et au niveau de la vente, c'est exactement la même chose, et au niveau de l'entraînement commercial, c'est la même chose. Et malheureusement, ce qui est trop souvent négligé dans les entreprises, et c'est encore plus négligé parce que c'est impossible quand on est tout seul, c'est un manager qui prend le temps d'accompagner et qui permet de s'entraîner. Et il vous arrive il m'arrive de plein de trucs, mais je ne vois pas la fin de la phrase. Ah, ici. Non, moi je vends que en local, donc je n'ai pas cette problématique. Je ne sais Ceci pas. étant dit, les objections, c'est en tant qu'être humain, c'est quand même toujours la même chose. Hein. J'ai pas le temps, il faut que je consulte mon conjoint, c'est trop cher. Après, ce qui est certain, c'est que je ne connais pas l'Afrique plus que ça, mais j'ose imaginer ne pas me tromper en disant que le pouvoir d'achat est plus faible. Donc, si vous vendez un iPhone en Afrique à 1 400 €, c'est forcément pas le même public qu'un iPhone à 1 400 € en France. Donc, il y a probablement après des différences, mais non, je ne connais pas le marché et je ne sais pas. Alors, pour avancer. Donc, vous avez donc en bas à gauche depuis tout à l'heure l'URL unfairclosing.ai. Et en fait, moi, ça fait un petit moment que je suis confronté à 2 problématiques au niveau des vendeurs. C'est premièrement de trouver les bons vendeurs, pas trouver le vendeur qui sait se vendre en entretien, promettre monts et merveilles et derrière ne rien faire, mais d'être capable de détecter le bon vendeur, même si actuellement son CV ne parle que de pâtisserie, parce qu'il y a des gens en fait qui ont un ADN, qui ont des compétences, qui sont câblés en fait pour ça, mais qui n'ont jamais fait. Et en fait, je préfère largement avoir dans mes équipes quelqu'un qui a jamais fait de vente, mais qui a ça en lui, plutôt que quelqu'un qui est usé par 30 ans de vente, qui a plus aucune niaque et qui va pas faire davantage. Donc, la première des problématiques, c'est de pouvoir déjà voir exactement comment les gens fonctionnent et voir quelles sont les compétences que mon vendeur peut corriger et peut améliorer pour améliorer. Et la deuxième problématique, c'est celle des entraînements. Et les entraînements, les fameux jeux de rôle, eh bien, en faire, c'est bien, mais avoir le temps d'en faire, c'est compliqué. Et quand on est indépendant et qu'on est finalement tout seul, eh bien, c'est le plus difficile, puisqu'à chaque fois que vous entraînez, c'est pas lors d'un entraînement, c'est lors d'un match. Et le match, c'est votre rendez-vous. Donc, en fait, Brian vous a montré comment trouver des prospects. Vous avez mis en place les choses. Vous avez, avec de la sueur, de l'énergie, de l'argent, trouvé des personnes qui sont prêtes à vous écouter. Et en fait, pour vous, ce n'est pas des prospects, c'est des cobayes, parce que finalement, vous vous entraînez à leur dépens ou à votre dépens finalement. Et à la fin du rendez-vous, vous dites, bon, en fait, j'aurais dû faire ça ou j'aurais dû faire ça. Et comme ce n'est pas structuré et comme vous n'avez pas de feedback de la part d'un coach, d'un manager qui vous aurait dit, ça c'était bien, ça tu aurais dû faire ça différemment, etc., au final, on se retrouve avec des personnes qui ont un super produit, qui ont une super énergie, qui font les mêmes erreurs encore et encore et qui ont des résultats qui sont beaucoup trop faibles par rapport au potentiel qu'ils ont. Et en fait, il y aurait effectivement 2 solutions, c'est-à-dire vous vendez de la haute couture à titre individuel, écoutez, arrêtez ce que vous faites, allez bosser pour une marque et vous formeront. Bon, je ne pense pas que ça soit la meilleure solution si on a envie de développer sa ligne, etc. Ou alors de pouvoir trouver des outils qui vont permettre de s'entraîner justement pour ça. Et notre outil, en fait, il est simple. Lors de l'inscription, vous avez un test qui va vous évaluer sur toutes vos compétences commerciales, sur 3 niveaux. Le premier, ça va être votre prédisposition commerciale, c'est-à-dire à quel point est-ce que vous êtes déjà, vous, dans vos tripes, à l'aise ou pas avec la vente. Le deuxième sujet, c'est votre compétence technique. C'est-à-dire, ok, je suis à l'aise, a priori, je suis plutôt fait pour ça, mais j'ai rien appris, donc je ne connais pas. Et le troisième, ça va être votre motivation. Parce que vous pouvez être à l'aise avec les techniques, mais s'il n'y a aucune motivation, il n'y a aucune fin derrière, vous ne passerez pas à l'action. Donc déjà, il y a un test qui va vous permettre de vous identifier, de vous noter sur ces 3 items, avec chacun des items découpés sur entre 5 et 10 sous-catégories. Donc vous allez avoir une note sur votre motivation, une note sur le closing, une note sur la découverte. Donc tout ça vous permet déjà d'avoir un scan, entre guillemets, de votre profil de vendeur pour voir quels sont les points à travailler. Ça vous permet de vous générer un plan d'action en disant, voilà, avec votre profil, la priorité pour progresser,
ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Et donc, le plan d'action va vous être donné, un sur la partie ADN, un sur la partie compétences, un sur la partie motivation. Et ensuite, et c'est là le cœur de l'outil, c'est que vous allez pouvoir générer des scénarios adaptés et vous entraîner sur de la prospection, vous entraîner sur de la découverte, sur de l'ouverture, sur de l'argumentation et sur du closing, avec des scénarios qui vont être adaptés parce que dans la partie réglage, vous allez pouvoir dire, moi je vends des robes pour marier sur mesure, vendues entre 5 000 et 10 000 euros, que je présente uniquement sur des salons du mariage. Et en fait, vous allez pouvoir détailler vraiment de façon très précise votre fonctionnement à vous pour que quand vous allez initier un training, eh bien, vous allez avoir face à vous un client où il va vous dire, en fait, j'ai l'impression d'être sur un salon parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir la personne face à moi. Et moi, c'est ça qui m'a le plus interpellé lorsque la première version est sortie, c'est que j'avais cette appréhension en fait de se dire, ok, en théorie, ça devrait fonctionner comme ça, mais comment est-ce que l'IA va réagir? Et en fait, je me retrouvais comme un con à avoir face à moi une IA qui est exactement la même que celle que je rencontre à chaque fois que je sonne à une porte, que la même que je termine un rendez-vous et qui me dit qu'elle doit réfléchir. Et ça permet en fait de pouvoir s'entraîner et de progresser sans griller des cartouches. Et ça permet, au-delà de progresser sans griller des cartouches, ça permet d'avoir du feedback. C'est pas juste je m'entraîne et je me réentraîne et je me réentraîne. C'est je m'entraîne, j'ai un feedback sur ce qui était bien, ce qui était moins bien. Je me réentraîne, j'essaie évidemment de corriger ce qui était moins bien, d'implémenter ce qui était bien, et de cette façon-là, de progresser sur chacune des parties du rendez-vous. Et aujourd'hui, les retours qu'on en a sont juste hallucinants, entre la personne qui était pas du tout vendeur et qui prend confiance parce que finalement, elle arrive sur un rendez-vous en sachant déjà à peu près ce qu'elle doit dire. Là, en l'occurrence, je pense à Hugo qui nous a fait un témoignage vidéo qui est au tout début, mais en fait, c'est génial. D'autres personnes qui sont à l'aise avec la partie vente, mais qui sont très en difficulté avec la partie prospection, parce que le fameux « je ne sais pas quoi dire ». Bah ok, en fait, tu ne sais pas quoi dire, essaye. Essaye cette approche, essaye cette autre. Et en fait, en voyant comment ça répond, c'est quand même vachement moins intimidant d'aller voir quelqu'un avec une approche dont on a déjà validé le fonctionnement théorique, plutôt que d'aller se prendre des refus avec la peur finalement de passer pour un con, avec des gens qui ne vont pas vous écouter. Donc, le fonctionnement est finalement assez simple. Pour qui est-ce que ça s'adresse? J'ai envie de dire toute personne globalement qui doivent vendre, c'est-à-dire les indépendants et les artisans qui doivent vendre leurs prestations, parce qu'être le meilleur artisan du monde sans client, ça ne fait pas vivre. Et j'ai pas envie que vous soyez comme ces artistes dont les héritiers deviennent riches et pas les artistes. Des artistes qui vivent dans la misère et les héritiers sont riches, c'est un peu triste. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en avant ce que vous faites aujourd'hui. Si vous êtes chef d'entreprise, recruteur, ça permet de pouvoir savoir qui vous avez en face de vous pour de vrai, et pas juste quelqu'un qui vous dit, qui vous fait des belles promesses. Et enfin, pour les managers ou pour les leaders de réseau, ça permet aussi de pouvoir faire le suivi des équipes et leur permettre d'avoir les entraînements. Vous n'avez pas forcément le temps de gérer avec elles. Chacun le fait quand il veut. Il y en a une qui va le faire aux toilettes le matin, l'autre elle va le faire en attendant les enfants devant l'école. J'ai envie de dire peu importe, mais ça permet de s'entraîner quand vous voulez. Vous avez 5 minutes, 10 minutes, vous faites un jeu de rôle, vous essayez de closer, vous essayez de prendre le rendez-vous. Voilà. Et donc, ce que je vous invite à faire, parce que c'est toujours évidemment la partie action qui fait la différence et c'est pas la partie intellectualisation, c'est faites le test. On a un essai gratuit. Alors, attendez, je regarde juste la slide d'après. OK. Donc, faites le test. En fait, vous faites le test, vous allez obtenir un plan d'action. Le plan d'action, ça va faire ressortir dans ce qu'on a vu ce soir, quel est le point qui vous est le plus important à mettre en place demain. Parce que là, en fait, on a vu, je sais pas, 10, 20, 50 points et vous ne pouvez pas les mettre en place en même temps demain. C'est pas possible le 1er janvier de vouloir perdre 10 kilos et en même temps devenir le meilleur père du monde et le meilleur mari du monde et apprendre l'anglais, apprendre à cuisiner et je sais pas quoi. En fait, à un moment donné, il faut choisir. Donc, le test va vous permettre de vous orienter sur un point ou deux, mais vraiment d'isoler ce qui doit être travaillé. Derrière ça, vous planifiez 10 minutes d'entraînement et en fait, vous commencez à avoir les premiers résultats sur le comment est-ce que vous pouvez progresser d'un rendez-vous à l'autre et tout simplement de regarder quel est le point qui, dans une interaction, va faire la différence pour avancer plus vers le closing. Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que demain, avec un entraînement, vous allez faire 2 fois plus de ventes.
Par contre, oui, ce qui est sûr, c'est qu'en vous entraînant de façon régulière, les résultats seront réguliers et il y aura une progression qui sera vraiment importante. Et sur la partie donc fonctionnement, vous vous inscrivez, vous passez le test, c'est gratuit. Le résultat du test, le plan d'action, c'est gratuit. La partie entraînement, là, il y a un abonnement. Et avec Brian, on a mis en place un code promo et une offre exceptionnelle ce soir de 2 choses. La première, c'est 50 € de réduction sur le plan annuel. Donc, ça fait pratiquement passer à 30% de remise. Donc, ça, c'est quelque chose qui, a priori, devrait intéresser du monde. Et deuxièmement, ça, c'est exceptionnel. En principe, on ne fait pas, mais on va faire ce soir. C'est de vous offrir, en plus de ça, une séance de coaching individuelle, soit Adrien, soit moi, sur de 1 heure, sur le sujet de votre choix. Prospection, découverte, ouverture, argumentation, closing. Donc, on va dire, si c'est sur la partie plutôt fin de rendez-vous, closing, ça sera plutôt avec moi. Si c'est la partie plutôt prospection, argumentation, et on parle de texte, ça sera plutôt avec Adrien. Et voilà, Adrien, je te laisse la parole, 30 secondes. Super. Je crois qu'il a tout dit en plus. Hein. Donc ouais, pour synthétiser un petit peu, voilà, en gros, c'est une application. Vous passez le test de compétences commerciales, vous choisissez une version, que ce soit un abonnement mensuel, trimestriel ou annuel. Dans les 3, il y a une période d'essai de 14 jours. Ça vous demandera une empreinte bancaire. C'est une empreinte bancaire, il n'y a pas de débit. C'est seulement si vous restez abonné plus que 14 jours, à ce moment-là, que c'est débité. Et voilà, comme l'a dit François, il y a un code promo de 50 € et une session de coaching d'1 heure individuelle qui est offerte pour ceux qui passeront à l'action sur cette offre-là. Ce que je vous invite à faire, moi, honnêtement, vraiment, c'est au moins de tester. Testez-le, faites-vous votre avis. Le but, c'est pas, comme l'a très bien dit François, nous, on n'est pas là pour vendre le produit, on est là pour vous vendre l'essai. Essayez-le. Si vous aimez, vous vendrez vous-même le produit. Et on a suffisamment confiance dans le... Je valide en plus, ouais, totalement. On a suffisamment confiance. Après, précision qui est quand même importante, nous, l'application est très récente, elle est sortie il y a moins d'1 mois, donc on est sur une version 1 qui est amenée à évoluer, évidemment, et elle va évoluer avec les premiers clients, c'est-à-dire avec les besoins et la participation des premiers clients. Nous, avec François, on est parti dans une optique où c'est pas on crée une application, on fait rentrer du monde dessus, puis on la laisse voguer, pas du tout. On a plutôt un désir de faire monter des gens à bord et de la développer selon les premiers utilisateurs. Donc, ça prenne une direction qui soit teintée de façon concrète. Oui, c'est ça. Et adaptée aux gens. Là, tout le monde aura son mot à dire sur l'application et comment la faire évoluer et du coup faire évoluer son propre outil de coaching là-dessus. Et... On a beau pouvoir générer des prospects, si on ne close pas, ça ne sert à rien. Donc, effectivement, là, ça peut être très efficace. C'est super intéressant. C'est exactement ça. Et avant, en fait, avant que ces outils incroyables arrivent, en fait, c'était des choses qui coûtaient très cher. J'ai eu plusieurs coachs de vente. C'était 400 € de l'heure. Voilà. Mais à un moment donné, c'est soit vous avez des rêves, soit vous avez des objectifs. En fait, si c'est des objectifs, c'est-à-dire que c'est des rêves datés, il faut mettre en place des choses. Et aujourd'hui, on a des outils qui permettent de pouvoir, j'ai envie de dire, progresser rapidement et avec des choses qui soient accessibles. Aujourd'hui, je dirais que l'outil, il est fait pour les personnes qui, en termes de compétences commerciales, s'évaluent entre 1 et 7,5, 8 sur 10. Si vous dites, moi, je suis un vendeur 9 sur 10, l'outil n'est pas pour vous parce que vous avez là besoin, vous savez ce qu'il faut faire. C'est peut-être que vous ne le faites pas, donc vous avez besoin juste peut-être d'un coach qui va vous mettre un coup de pied au cul tous les lundis matins ou d'un manager. Mais si par contre, vous êtes plutôt au début, en fait, de la progression commerciale, donc jusqu'à 7,5, 8 en termes de notes sur 10, en termes d'auto-évaluation de vos compétences, à ce moment-là, oui, c'est clair que l'outil va vous permettre de compresser le temps et gagner du temps, de gagner de l'expérience. Et cette expérience et ce temps gagné font gagner de la confiance, ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'expérience. Et tout ça, finalement, c'est de pouvoir gagner de l'argent, parce qu'on vend aussi pour des commissions. Alors, on va vous mettre le lien ici, mais il est simple, c'est celui qui est affiché depuis tout à l'heure. Je vous ai mis le lien dans le chat. Ok, super. Alors, ouais, je vais me faire closing. Ça marche sur iPhone, Android, les deux, ou c'est une web app C'est une web app qui est utilisable téléphone. Elle est conçue pour être utilisée sur le téléphone, pour être utilisée typiquement après un rendez-vous, vous pouvez l'utiliser. Il y a une fonction dont on n'a pas parlé, mais ça fait déjà longtemps qu'on parle, c'est le débrief. Après un rendez-vous, vous pouvez enregistrer un débrief
Et l'application va aussi tenir compte dans les futurs jeux de rôle de ce que vous avez dit de votre rendez-vous. Si vous sortez en disant bah, putain, j'ai perdu la vente parce que j'ai pas réussi à répondre à telle question et j'ai dit ceci, mais j'aurais pu dire ça. Et là, par contre, je suis content parce que j'ai fait ça. En fait, votre débriefing du rendez-vous qui va vous prendre 1 à 2 minutes à faire après chaque rendez-vous. Si vous le faites après chaque rendez-vous, bah, vous aurez une application et un coach qui sera vraiment personnalisé à vous. Donc, voilà. On est tout bon? Yes. Parfait. Merci beaucoup. Vous êtes un super binôme. Hein. Franchement, j'adore. Cool. Eh bien, merci Brian, merci beaucoup déjà pour l'invitation et pour l'opportunité que tu as donnée de présenter tout ça ce soir. S'il y a des questions, on y répondra avec grand plaisir et voilà, ça sera, comme on vous l'a dit, sur la partie petite cerise sur le gâteau, c'est en plus de l'entraînement, si on peut vous aider à peaufiner un script de prise de rendez-vous, si on peut vous aider à peaufiner des réponses aux objections adaptées à votre métier, si on peut vous aider à peaufiner l'ouverture ou la découverte parce que c'est là que vous n'êtes pas forcément à l'aise, eh bien on sera ravis de pouvoir vous aider sur les points précis qui sont vos challenges à vous. Et derrière, l'appli vous permettra de vous entraîner et de faire un bond en avant. Et on vous a pas mis le code. Ah oui, quand même. Eh oui. Merci François, bravo. Voilà, il n'est pas beau ce code? On Brian le voit pas. Noël. Ah, si tu l'as mis, c'est lui, c'est Brian Noël. Brian-Noël, pour ceux qui regardent le replay et qui n'auront pas le chat. C'est son nom entier. C'est son nom entier. Ouais. BRYN-Noël. Et du coup, nickel. Merci beaucoup pour la présentation. C'était assez intense. Mine de rien, il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de petites techniques. J'en connais pas mal. Hein, ça fait des années, mine de rien, que je suis dedans et c'est très proche avec tout ce qu'on fait avec les sites web, techniques de prospection, etc. Et j'ai quand même appris des choses. Du coup, merci. Chapeau. Surtout toi aussi. Quoi. Génial. Eh bien, très bonne soirée à tous. Bonne inscription, bon test. Le test, il y en a pour 15-20 minutes suivant votre vitesse. Donc là, vous pouvez le faire. Vous pouvez le passer si vous voulez aller vous entraîner rapidement et revenir après dessus. Et je serais curieux de voir les scores de chacun. Et mot de la fin, c'est ma phrase préférée, le mot de la fin. Mais soyez vraiment honnête lors des réponses. Les réponses, vous les donnez pour vous. Vous les donnez pas pour faire bien en disant moi, mon score, c'est tant. On s'en fout en fait du score. Mieux vaut quelqu'un qui part de 40 et qui va passer à 80 dans 6 mois. Et là, vous pourrez être fier de vous, plutôt que de faire du 80 aujourd'hui parce que vous avez donné des réponses dont vous savez qu'elles sont potentiellement les meilleures, mais vous ne progresserez pas. Donc voilà, soyez honnête avec vous-même, je pense que c'est la meilleure des choses. Oh yeah. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci à vous, très bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ok, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous, très bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Académie digitale européenne. Aujourd'hui, les métiers de demain.